La rencontre amoureuse et la rencontre business, c'est exactement la même chose. On fait se confronter le mental et le cerveau émotionnel pour voir si on a envie, si ça match, etc. Et donc, je me suis dit, je vais faire un speed dating business géant. Dans un événement, je n'ai que deux populations. Soit dans ton métier de tous les jours, tu es un décideur, tu portes des projets, tu as des sujets à déployer. Soit tu es prestataire, tu as une proposition de valeur que tu dois défendre, tu dois chasser des décideurs et à ce moment-là, tu es vendeur. Faire des mises en relation, c'est finalement assez complexe. Il faut bien connaître les gens, il faut bien connaître les produits et il faut bien connaître les interactions. Si on a créé une émotion, on a créé un engagement, on va pouvoir favoriser le business derrière. Début 2020, je double mes effectifs et boum, le Covid arrive. Et donc là, moi, je dois vivre à la fois une crise de croissance parce que je double mes effectifs et une crise de décroissance parce que je vais diviser par 2 mon chiffre d'affaires. Salut Hervé. Salut. Comment tu vas? Très bien. Parfait. Je suis très content de t'avoir ici sur ce plateau. Hâte de partager ce moment avec toi. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de ton parcours, on va parler de mise en relation, on va parler d'événements, on va parler de digital marketing. Hervé, tu es à la base donc diplômé de l'École supérieure de négociation commerciale de Paris en 2000. Ensuite, tu débutes ta carrière comme ingénieur d'affaires chez IBM. Tu es directeur associé en charge du marketing et du commercial chez Nexint en 2004, start-up dédiée à l'accessibilité numérique. Puis chez Email Vision en 2006, précurseur de l'email marketing. Tu fondes ensuite le groupe Digilinks, plus précisément les Big Boss, justement en 2011, début 2011, pivotant donc vers la mise en relation des professionnels du digital. Le groupe atteint plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, vise les 19 millions en 2023. Tu es passé de 0 à 100 salariés en seulement 10 ans. Il y a plus de 10 000 personnes qui ont participé à vos événements en 10 ans. C'est plus de 180 événements, plus de 100 dîners VIP, un petit peu partout dans le monde, dans des lieux d'exception, permettant aux gens justement de se déconnecter et de changer d'air et de vivre des expériences assez dingues. Tu es aussi auteur du livre Les 7 péchés capitaux du marketing digital, investisseur, président de Pitch Planet, on en parlera, président de Proximum 365, une solution complémentaire aussi pour digitaliser les événements one-to-one, qui a été notamment très utile pendant la phase Covid, qui organise des événements complémentaires au tien dans l'industrie, et tu es réputé surtout pour ta capacité à fédérer et générer beaucoup de chiffre d'affaires pour certaines structures. Certains parlent de 20 à 70% de leur chiffre d'affaires qui est issu justement des mises en relation grâce au Big Boss et grâce à toi, grâce à ce talent que tu as de connecter les gens. J'ai envie de commencer tout de suite et rentrer dans le vif du sujet. Quand on se renseigne sur toi, sur tes différents projets, ton parcours, on pourrait presque croire que la mise en relation, le réseau, c'est quelque chose d'inné chez toi. Tu cites même l'idée que nous sommes des animaux relationnels. D'où vient selon toi cette aisance? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou que tu as justement développé au fil du temps? Et d'où vient ce besoin de connecter et de connecter les gens? Alors, l'être humain développe tout au long de sa vie 7 types d'intelligence. Par exemple, il y en a une que je n'ai pas du tout, moi c'est l'intelligence logico-spatiale, c'est-à-dire sens de l'orientation, figure géométrique dans l'espace, ça je ne l'ai pas du tout. Par contre, j'ai l'intelligence relationnelle, il y en a d'autres, l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, etc. Et mes parents l'avaient aussi, donc j'ai baigné dans un univers relationnel, ils étaient cadres courtiers dans les assurances, donc un métier très relationnel. Et donc ça se développe, alors est-ce que c'est inné ou acquis? C'est un peu des deux je pense. Et je me rappelle de ma mère quand j'étais tout jeune, je devais avoir 5-6 ans, elle me disait toi tu seras commercial, tu as les gènes pour, par contre fais des études, travaille bien à l'école, parce que si tu travailles bien à l'école, tu vendras des usines clés en main. Si tu ne travailles pas à l'école, tu feras commercial quand même, hein, tu vendras des chaussures. Donc j'ai vite compris que c'était mieux de vendre des usines clés en main que de vendre des chaussures. Donc j'ai fait effectivement ces études. Et donc le relationnel, c'est ancré en moi depuis toujours. C'est aussi beaucoup de sincérité le relationnel. Quand on anime des communautés, moi je discute avec tous les participants de tous mes événements et quand je les revois 1 an, 2 ans plus tard, je reprends exactement la même conversation que j'avais laissée 2 ans auparavant. Okay. Donc il y a une vraie authenticité, que ce soit dans le métier du commercial ou dans le relationnel. Il faut vraiment sincèrement s'investir et investir la relation avec l'autre. Aujourd'hui, la puissance du réseau dans l'entrepreneuriat, elle n'est plus à prouver. Des fois, on est à une rencontre de changer complètement de vie ou de direction de son entreprise. C'est ce que aussi vous incarnez avec les Big Boss, justement, et ça a été prouvé, démontré année après année. Beaucoup de gens, des jeunes, des moins jeunes entrepreneurs, n'arrivent pas forcément à tirer profit de certaines opportunités de connexion, de réseau et autres. Est-ce que tu aurais quelques
conseils, astuces à partager à celles et ceux qui nous écoutent, qui arrivent dans une pièce, qui rencontrent quelqu'un de manière totalement naturelle ou via une mise en relation et qui aimeraient savoir comment maximiser ses probabilités de tirer profit de cette relation sans pour autant perdre son authenticité et le naturel de l'échange? Alors déjà, il faut s'intéresser à la personne. Sur un CV, moi, la première chose que je regarde, c'est le divers. C'est-à-dire, est-ce qu'il a des passions, des sports, des hobbies, des choses un peu atypiques dans son CV. Sinon, c'est chiant, hein, celui qui met lecture, natation, cinéma. Et donc pareil, quand on est face à une personne, je vais vous raconter une anecdote, on est à Marrakech en 2017, on fait un événement donc en Afrique, première fois de notre vie, on réunit 600 personnes, 2 avions, et il y a une immense piscine. Tout le monde se retrouve dans cette piscine, tout le monde network dans cette piscine. Et quand on est dans une piscine, on n'a pas son badge, on a juste un petit bracelet qui permet de dire, tiens, bracelet vert, c'est un prestataire sponsor, bracelet bleu, c'est un décideur. Et les gens sympathisent. Et j'ai beaucoup de témoignages de l'époque qui me disaient que des décideurs, par exemple, qui me disaient que là, ils venaient de sympathiser avec quelqu'un dans la piscine, d'accord, en maillot de bain. Et donc, avant même de connaître la proposition de valeur de ce prestataire, ce décideur voulait espérer, comme il avait créé un lien sympathique, espérer que la proposition de valeur du prestataire correspondait à ses besoins du moment. Et donc, c'est ce que nous, on met en place. En fait, la baseline des Big Boss, c'est business as it should be, très provocateur, le business tel qu'il devrait être. Ça vient d'un slogan du Club Med dans les années 90, c'était life as it should be. Alors, il l'avait traduit en le bonheur si je veux. Donc, moi, c'est le business si je veux. En fait, l'idée, c'est que avant tout, comme tu l'as rappelé, on est des animaux relationnels et donc on doit d'abord sympathiser. On doit d'abord faire exprimer le cerveau droit, qui est le cerveau émotionnel affectif, avant de le confronter au cerveau gauche, rationnel, cartésien. Et donc c'est cette double confrontation qui va créer le lien. On le sait tous. Pourquoi, en une seconde, à n'importe qui qu'on croise, dans n'importe quelle situation, un candidat, une date, une relation amicale, on aime ou on n'aime pas. Pourquoi ? En une seconde. Parce qu'en une seconde, on a confronté, on a regardé les yeux, on a reniflé, on a dégagé l'énergie, on a ressenti l'énergie, et donc on aime ou on n'aime pas. Donc après, on va se confronter, se confondre avec cette première impression, qui est en général la bonne. Et donc, ne pas foncer tout de suite dans une explication de proposition de valeur. Ça, c'est du hard selling. On ne vend plus des photocopieurs, on ne vend plus de l'informatique comme ça au kilo. On est passé à un art du modern selling, du smart selling, et donc il faut faire les choses intelligemment. Un peu comme dans un déj. Dans un déj, ce que je dis à mes commerciaux, c'est que de ne jamais aborder le sujet business avant la fin du dessert. Ils me disent, mais non, mais c'est con Hervé, on va déjeuner pendant 1h30 et tu nous dis de parler business pendant les 4 dernières minutes. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que pendant 1h26, il faut créer du lien. Et naturellement, et c'est même lui qui va l'aborder naturellement à la fin du repas. Ah, au fait, pour le projet, voilà, moi ce que j'imagine, etc. Si tu commences dès le début du repas, tu lui casses son repas. Pourquoi vous n'avez pas fait un rendez-vous formel, vous n'avez pas fait une visio? Voilà, donc en gros, il faut sincèrement aimer les gens, sincèrement les découvrir, sincèrement découvrir ce qu'ils sont avant de voir ce qu'ils peuvent avoir comme intérêt business dans un second temps. Oui, complètement. Et je te rejoins vraiment sur cette partie, elle est très intéressante avec l'exemple du déjeuner, où les gens, tout de suite, ils ont envie de rentrer dans l'art, quoi, finalement. Et là, la plupart des gens qui nous écoutent, peut-être vont se dire, mais qu'est-ce que je vais dire, finalement, durant ces 3, 4, 5 minutes qui sont capitales? Parce que finalement, tu as construit une relation de confiance pendant 1h20, 1h25, tu as 5 minutes pour faire l'effet escompté et pour pouvoir ensuite capitaliser sur le résultat. Quelle serait la trame ou quel serait en tout cas l'objectif et le conseil que tu donnerais à un de tes commerciales? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, sur nos événements, on fait ce qu'on appelle des speed dating, d'ailleurs des datings de 7 minutes. Et 7 minutes, ça paraît simple, mais bon, rappelons-nous, quand on révisait le bac français, ça durait 10 minutes l'oral, et si on tombait sur Stendhal alors qu'on avait révisé Baudelaire, elles étaient longues, ces 10 minutes. Ouais. Et ben, dans un dating, c'est pareil, ou même à la fin d'un déj, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut parfaitement maîtriser son sujet. Plus c'est court, plus c'est difficile pour marquer des points. Sur nos événements, la moitié du business se fait pendant des rendez-vous formels et l'autre moitié se fait dans les couloirs, dans les coulisses, autour du bar, dans une piscine, dans un télésiège. Et donc, il faut être beaucoup plus percutant, beaucoup plus déterminé. C'est l'énergie qui parle. Moi, je dis toujours, n'amenez pas un commercial que vous venez recruter il y a 3 semaines, il va se faire défoncer.
amener celui qui a du coffre, amener celui qui a une âme, qui vit le truc au quotidien. Donc en fait, c'est 4 minutes d'énergie, c'est pas 4 minutes où on doit absolument faire passer 19 messages. On en fait passer 2 et s'il a envie, il écoutera les 17 suivants plus tard dans un deuxième temps. Ouais. Donc voilà, donc faut aussi choisir ses combats et se fixer. C'est un peu comme dans la publicité, il y a des publicités pour voitures où pendant 2 minutes, ils nous expliquent que madame peut aller faire ses courses et quand elle soulève son talon, le coffre il s'ouvre. On se dit, mais pourquoi on fait 2 minutes là-dessus ? Mais si, parce qu'on veut expliquer que c'est la deuxième voiture du couple, que c'est plutôt pour la femme, que c'est plutôt pour la femme qui fait des courses, qui fait du shopping. Donc, en gros, on va plutôt parler d'un cadre d'appartenance que vraiment du moteur de la voiture. Parce que pour faire acheter une voiture à une femme, on ne va pas lui demander le moteur, le cylindre, etc. Elle n'y connaît rien. Moi-même, je n'y connais rien non plus. Donc en gros, les pubs ont parfaitement compris. Il y a d'ailleurs une troisième partie de cerveau, hein, donc le cerveau cartésien, le cerveau émotionnel. Il y a une troisième partie qui est encore plus profonde, qui s'appelle le cerveau reptilien. Il fait 60 grammes. Reptilien, parce que même les reptiles avaient le même. Alors, ils n'avaient que celui-là. Donc, c'est toutes les peurs profondes. La publicité exprime parfaitement ces sujets. Par exemple, quand on voit des bébés évians qui sont en train de se noyer dans une piscine, voilà, on est marqué, on est touché, donc on va mémoriser plus fort. En commercial, c'est pareil. Il faut savoir toucher le reptilien, il faut savoir donner de l'émotion, il faut savoir incarner. Et donc, c'est tout ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on est un entrepreneur. D'ailleurs, moi, je vais donner 3 conseils à un entrepreneur, ou en tout cas, 3 aptitudes. Et donc, s'il a ces 3 aptitudes, il peut ne pas échouer. Parce que n'oublions pas que la plupart des entreprises échouent. D'accord ? Donc, si elles ne l'ont pas, elles ont quand même encore plus de chances d'échouer. Si elles l'ont, elles peuvent ne pas échouer. Alors, j'estime qu'un entrepreneur, il doit avoir une première compétence essentielle, qui est le commercial. Donc, l'énergie, la détermination, la rage, l'envie, la conviction. S'il n'a pas ça, il peut recruter un directeur commercial, mais s'il n'a pas ces codes, ça ne marchera pas. Il peut associer un directeur commercial, mais il ne pourra pas diriger un directeur commercial si lui-même n'a pas cette compréhension-là. Le deuxième, c'est la vision produit, marketing, stratégie. D'accord ? Donc le marketeur ou si on est dans la tech, le CTO. Si on n'a pas ça, ça ne marche pas non plus. Un commercial qui sait vendre, s'il ne sait pas concevoir le produit, s'il ne fait que recruter un CTO ou recruter un directeur marketing, ça ne va pas marcher parce qu'ils n'auront pas les codes, ils ne sauront pas juger, jauger. Et puis enfin, une capacité de gestion. Donc, savoir ce que c'est qu'un encaissement, un chiffre d'affaires, c'est pas du tout la même chose. On peut faire du chiffre d'affaires, mais on n'encaisse pas. On peut encaisser, mais c'est pas du chiffre d'affaires qu'on reconnaît. Donc, il faut quand même gérer tout ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui d'ailleurs font faillite, pas parce qu'elles réussissent pas parce qu'elles sont pas rentables, mais parce qu'elles capturent pas l'argent qui est coincé 6 mois, 9 mois dans des grands comptes. Et donc, elles se retrouvent en cessation parce qu'elles ont plus de cash à l'instant T. Et donc, ces 3 fonctions, ces 3 aptitudes sont très complémentaires. C'est très rare d'avoir les 3. En général, on en a 1 ou 2. Et donc, il faut s'associer avec celui ou celle qui aura le 2e ou le 3e skills pour pouvoir jouer intelligemment. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai la chance d'avoir les 2 premiers, ce qui est assez rare, hein, d'avoir la détermination commerciale et l'approche produit. Et puis, par la force des choses, j'ai appris sur la gestion, mais c'est pas mon fort. Au début, je me rappelle, avec une collaboratrice, on avait vu le film Le Stagiaire avec Robert De Niro. Et c'était donc un stagiaire retraité. Et donc ça a touché ma collaboratrice. Elle s'est dit, viens Hervé, on prend un papy compta. On a pris un papy compta de 73 ans. C'était sympathique au tout début de l'aventure, mais la société a grandi plus vite que lui. Et donc du coup, il devait faire 25 fiches de paye, il ne savait pas les faire. Il devait faire, au début, c'était juste pour mes notes de frais et la TVA. Et puis c'est devenu trop gros. Donc voilà, donc j'ai beaucoup appris sur ces sujets. Ensuite, j'ai recruté un DAF, etc. Mais voilà, en gros, c'est la partie qu'on peut le plus facilement sous-traiter par un comptable, un expert comptable, etc. Donc voilà, si on n'a pas ces 3 aptitudes-là, on est mort. Moi, j'ai vu plein d'entreprises où c'était 2 associés qui étaient des marketeuses, génial, 2 marketeuses, mais elles ne savaient pas vendre le produit, ou alors 2 vendeurs, ok, mais ils n'ont pas de produit à vendre. Voilà, donc en gros, c'est ces aptitudes-là qui sont importantes. Complètement, je te rejoins également et tu réponds en partie à ma deuxième question. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que du coup tu développes les Big Boss. On va en parler tout à l'heure. C'est un succès fulgurant. Ça a apporté à l'écosystème entrepreneurial français énormément. Mais en amont de ça, tu as aussi eu une carrière entrepreneuriale. Tu as connu des hauts, tu as connu des bas, notamment des expériences entrepreneuriales qui du coup t'ont donné des leçons suite à différents échecs. Quels sont les différents leçons que tu as pu retenir de ces différentes expériences avant le succès des Big Boss justement ?
Alors, les Big Boss, c'est plutôt 10 ans. D'ailleurs, on fête nos 10 ans à la fin de l'année, Okay. une Winter Edition mémorable. Mais juste avant les Big Boss, pendant 2 ans, j'ai développé la société à travers de mise en relation business, qui est donc la genèse des Big Boss. Donc, on va dire que la société, c'est 12 ans et la marque Big Boss, c'est 10 ans. Alors, il faut des échecs pour réussir. Ça n'existe pas, la réussite du premier coup. Ça, c'est le fantasme, c'est ce qu'on voit sur TikTok, etc. D'où ma question, parce que justement, là, tu es face à nous. Big Boss, c'est une marque qui est forte, qui est connue, qui est reconnue, qui cartonne. Et moi, je vois, hein, les gens ont envie de participer à vos événements. Je pense qu'il y a une liste d'attente par rapport à ça, parce que c'est vraiment game changer à chaque fois. Mais en même temps, j'aime aussi mettre en lumière justement le parcours des entrepreneurs avant et les moments de phase down et complexe, parce que c'est là qu'on apprend le plus souvent. Alors moi, la phase down, c'était cette expérience dans une start-up. C'est le frère de mon meilleur ami, le grand frère de mon meilleur ami qui me dit « Hervé, t'es chez IBM, c'est sympa, tu viens de passer manager, mais enfin manager chez IBM, t'as encore 25 échelons avant d'avoir une dimension sympathique. Viens me rejoindre, je monte une start-up dans l'accessibilité numérique, j'ai besoin d'avoir vraiment un lieutenant sur la partie commerciale, je te donne 20% départ, viens, on y va, on se lance. » On l'a fait. On a bossé 18 mois ensemble. Et puis, on avait beaucoup de divergences d'opinion. Il avait même un côté malhonnête sur certains sujets. Alors, compliqué pour mon meilleur ami qui était face entre son frère et son meilleur ami. Donc la boîte s'est arrêtée. Donc, c'est un échec. Mais j'ai beaucoup appris. Le grand fait d'armes de cette société, c'est qu'on a signé avec l'Élysée, puisque c'était une solution d'accessibilité numérique. Et les sites publics ont l'obligation de rendre accessible leur contenu, notamment au handicap type malvoyance, etc. Parce qu'ensuite, ça traduit avec des claviers en braille ou autre. Et donc, il y a une codification à faire. Et donc, la société avait créé un moteur pour automatiser, plutôt que de refaire des contenus spécifiques. Et donc, moi, c'était une toute petite boîte. On était 3. Donc, moi, j'avais le commercial, bien sûr, le marketing, la communication, les relations presse. Donc, faire des relations presse quand on n'a rien, quand on n'a pas un budget, quand on n'a bien sûr pas une attachée de presse, on doit tout faire nous-mêmes, on doit appeler les journalistes. Et donc c'est ça que j'ai appris, c'est-à-dire que c'est là où j'ai découvert aussi les réseaux sociaux. À l'époque, c'était Viaduc, l'ancêtre de Viadeo, qui n'existe plus. C'était les tout débuts de LinkedIn. Et donc, il faut savoir se créer sa communauté quand on n'a pas la force commerciale d'un groupe comme IBM, pour lequel j'avais cette expérience précédente. Et donc, j'ai beaucoup appris. Ça s'est soldé par un échec, mais finalement, on n'a pas d'échec. C'est soit on réussit, soit on apprend. Ouais. Et donc, il faut d'abord apprendre. Ces étudiants-là qui se jettent la gueule perdue dans l'entrepreneuriat, c'est une énorme bêtise. J'étais encore avec le fils d'un ami, je lui disais, mais tu veux être entrepreneur ? Va d'abord te confronter à l'entreprise. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Après, tu reviendras. Il y a même des générations d'entreprises familiales où ils disent aux futurs repreneurs, va faire des études déjà, et puis va te confronter aux autres, et puis après, tu reviendras dans le groupe. Parce que va apprendre. Les erreurs qu'on fait chez les autres, ça a moins de gravité que celles qu'on peut faire dans sa propre entreprise. Ok, ça c'est un concept très intéressant. On peut rebondir dessus parce qu'on a beaucoup, on a une audience qui est assez éclectique et de tout âge. Mais on a pas mal de jeunes justement qui nous suivent, et même moi dans mon quotidien, ayant aussi moins de 30 ans, je côtoie des jeunes qui, pour certains, à 14-15 ans ont déjà généré des millions d'euros, d'autres à 19 ans, 20 ans, 30 ans, moins de 30 ans ont généré des dizaines de millions d'euros. Et c'est assez drôle comme concept parce que justement de plus en plus, sans pour autant être dans le mythe de l'entrepreneur qui réussit tout, etc., même si des fois il y a quelques dérives sur les réseaux sociaux notamment, j'ai l'impression que de plus en plus on prône l'entrepreneuriat jeune, tout est possible, le schéma traditionnel ne va pas t'offrir ce que tu pourrais réellement faire, mais la réalité aussi c'est que 95% stagne ou échoue. 99% stagne ou échoue. Et ça peut être intéressant justement d'évoquer ce sujet et d'en parler. Toi qui as beaucoup plus de recul et qui as vu passer énormément de gens, que ce soit dans tes events et puis dans ta carrière, qu'est-ce qui te pousse justement à dire, voilà, les jeunes, d'abord confrontez-vous à la réalité du marché, allez bosser dans une boîte, faites vos armes, et puis ensuite, quand vous vous sentez prêt, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, lancez-vous. Alors, j'ai aussi des contre-exemples. Dans mon événement, j'avais un sponsor qui avait 16 ans. Il me disait qu'il fallait la signature de sa mère
pour créer sa boîte parce qu'il était mineur. Et donc, il était spécialisé sur TikTok. Forcément, il avait l'âge de son réseau et il pouvait apprendre beaucoup de choses à des marketeurs de 30 ans, 35 ans qui découvraient ce réseau. Donc oui, bien sûr, on peut tout réussir tout de suite, mais c'est un mythe un peu fantasmagorique. Dans les faits, faut tout le temps observer, faut tout le temps apprendre. Et bien sûr, vivre dans une entreprise grande, c'est pas forcément une expérience utile pour la petite entreprise. Moi, j'ai aussi beaucoup de gens autour de moi qui me disaient « Ah là là, toi, t'es entrepreneur, moi, je m'emmerde dans les entreprises, je voudrais être entrepreneur ». Quelqu'un qui a passé trop longtemps non plus dans l'entreprise, c'est pas bon non plus. Parce que tu as passé 25 ans dans l'entreprise. Quand tu voulais faire des relations presse, tu avais une agence de relations presse. Quand tu voulais faire du marketing, tu avais une agence qui t'accompagnait. Quand tu montes ta start-up, c'est toi qui fais tout toi-même. Ouais. Tu économises même, tu vas chez Métro pour économiser le coût du stylo, etc., etc. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Il y a aussi un côté radin. Il faut être radin pour être entrepreneur. Radin, pas à titre perso, mais radin, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dépense, comment on le dépense. Il faut toujours calculer ses recettes et ses dépenses. Et donc, si on est comme ça dans la générosité à outrance, ça ne marche pas, on s'écroule. Il faut avoir vraiment ce côté un peu économe, intelligent. Et il y a beaucoup de gens qui brûlent leurs ailes trop rapidement. Ça marche, ils vont aux États-Unis, donc ils écroulent leur business. Ou alors ça marche, ils recrutent plein de gens très chers. Et puis ces gens très chers, par exemple Apple, quand ils ont viré Steve Jobs, le conseil d'administration, les actionnaires, parce qu'il était trop excité, il hurlait sur tout le monde, ils ont pris un cabinet et ils ont fait débouler un ancien DG de Pepsi. Ils sont dit super, il y a même des process partout. Bon, il a fait ça pendant 3-4 ans et puis après, c'était une catastrophe parce qu'il ne savait pas ce que c'était qu'une entreprise technologique. Donc, il avait appris des méthodes, des process, etc. Mais ce n'était pas suffisant. Puis après, ils ont rappelé Steve Jobs en héros pour reprendre l'approche. Donc, voilà, être technocrate de la grande entreprise, ce n'est pas forcément idéal quand tu veux monter une boîte. D'ailleurs, du coup, Kita va dans une petite boîte. Dans une boîte où il y a un autre entrepreneur, où tu es face à cet entrepreneur, tu l'observes. Moi, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui me disent que leur prochaine aventure, elle sera entrepreneuriale. Okay. Et j'en suis très fier. D'ailleurs, certains me disent qu'ils veulent que je sois leur mentor, etc. Donc, je vais être actionnaire comme ça de plein de boîtes et certains dans des métiers complètement différents. Mais ils ont vu un entrepreneur faire. Et entreprendre, c'est vivre ses rêves. Donc, on a envie de se projeter et de se dire que pourquoi pas nous aussi vivre les nôtres. Oui, complètement. Et aujourd'hui, en plus, les barrières à l'entrée à l'entrepreneuriat sont relativement faibles. C'est devenu accessible à tous de pouvoir se lancer en freelance ou autre pour démarrer son activité. Il y a autre chose qui est devenu relativement faible en termes de barrières à l'entrée, c'est finalement les mises en relation, le réseau, le networking, notamment grâce aux réseaux sociaux. Tu parlais avant de la genèse de LinkedIn à un moment donné où tu démarres. Aujourd'hui, toi, avec les Big Boss, c'est surtout de la mise en relation dans des événements physiques. Je pense également qu'il n'y a rien de plus puissant que le physique. Mais comment tu vois et quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait tirer profit des réseaux sociaux pour réussir à créer des connexions, pour réussir à tirer profit de son réseau professionnel en ligne ? Alors, il y a une règle mathématique qui dit qu'on est à 7 connexions de n'importe qui dans le monde, mais c'est juste une règle mathématique parce que je te connais. Je te demande de me présenter un de tes amis. Tu vas le faire. Par contre, lui, il ne va pas forcément me présenter à moi un de ses amis parce que ça va encore plus loin. Alors, si on va jusqu'à 7 niveaux, c'est complètement illusoire. Mais effectivement, c'est sympa de se dire qu'on est à 7 connexions de Brad Pitt, d'Angelina Jolie, de Bill Gates, etc. Maintenant, dans les faits, il y a un concept qui s'appelle les strong connections. En fait, c'est 1000 fois plus intéressant d'avoir 100 connexions qu'on maîtrise bien plutôt que 10 000 qu'on maîtrise mal. D'accord, un peu comme dans l'amitié, mais d'avoir 2 amis, tu viens d'écraser quelqu'un sur la route et tu as fait un délit de fuite, t'appelles qui ? Est-ce que tu appelles un copain avec qui tu fais la fête ou est-ce que tu appelles un ami proche ? Bon, faut pas faire un délit de fuite non plus, mais en tout cas, voilà. Donc, les strong connections, c'est quelque chose d'important. Alors, on se brosse les dents 2 fois par jour, d'accord, idéalement 3. Donc, mettons, c'est 3 minutes à chaque fois. Donc, ça fait entre 6 et 9 minutes, d'accord ? Si au bout d'une semaine, on ne s'est jamais lavé les dents, ça ne sert à rien d'aller se laver les dents 70 minutes. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. LinkedIn, c'est tous les jours. C'est 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes par jour. Si on ne fait rien pendant une semaine et qu'on se dit « Allez, je passe 3 heures sur LinkedIn », ça ne va pas marcher. D'accord ? Donc, c'est de l'endurance. Et puis, il y a un principe de vie qui évolue dans le temps d'ailleurs et qui a ses niveaux de valeur.
Le premier, le pire, c'est recevoir pour recevoir. Un bébé. Un bébé, dans ses premières heures, dans ses premiers jours, il pleure. On lui donne, donc on ne comprend pas ce qu'il a. Alors, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il faut le changer? Et donc, on trouve la solution. Il ne donne pas encore de remerciements. Il repleure parce qu'il a encore un autre désagrément. Et donc, ensuite, il grandit, ce bébé. Et là, ça va être recevoir pour donner. Il a faim, il pleure, on lui donne à manger, il sourit. Il sourit parce qu'il est content, il remercie. Donc, recevoir pour donner. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette étape, donc ils sont très bébés dans leur relation avec les autres. Ensuite, il y a donner pour recevoir. Donner pour recevoir, c'est la meilleure des approches parce que d'abord, on donne, on sait à qui on a donné. On voit pour qui il y a un retour, on voit si on reçoit. Et puis, à force, si on voit qu'on ne reçoit jamais, on arrête de donner à ceux pour lesquels on ne reçoit pas. Mais d'abord, c'est nous qui donnons la première étape. Et alors, l'étape ultime, mais qui est très bonne dans la vie de tous les jours, dans la vie privée, mais qui l'est un peu moins dans la vie business, c'est donner pour donner. Parce que du coup, on se fait un peu avoir et on n'a jamais la réception derrière. Donc, donner pour recevoir, c'est la meilleure des approches. Donc, c'est 10, 20, 30 minutes par jour. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur un réseau social ? On se connecte aux gens avec lesquels on a eu des interactions dans la journée, d'interactions business. Et donc, parce que, en fait, les réseaux sociaux, c'est faire de l'alchimie des temps modernes. L'alchimiste, c'était celui qui transformait du plomb en or. Une connexion qu'on a, un ancien camarade de promo, peut être du plomb, alors que ça peut être de l'or pour une autre personne de ton réseau. Et réciproquement, on peut comme ça transformer du plomb en or. Donc, parce que j'ai présenté A à B et que moi, ça m'intéresse que B me présente C, B et C étaient du plomb entre eux, alors que A et C créent de l'or et A et B créent de l'or aussi. Donc, c'est ça l'idée, c'est de se dire, je passe du temps. Des fois, c'est sans fond, parce que je pars de retour, mais des fois, j'aurai des retours. Moi, je sais exactement quelle personne j'ai aidé. Et puis, souvent, d'ailleurs, on utilise les réseaux sociaux quand on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que, non, mais moi, j'utilise les réseaux sociaux quand je cherche du boulot. Mais c'est trop tard. C'est-à-dire utilise les réseaux sociaux quand tu ne cherches pas de boulot, quand tu ne cherches pas de business, et quand tu en auras besoin, tu seras content d'avoir finalement des justes retours de ce que tu auras toi provoqué. Ouais, complètement. Je te rejoins. Donc, tu disais discipline, cohérence, et puis surtout, un point qui est extrêmement intéressant, c'est beaucoup de gens d'ailleurs ont un peu de peine avec ce truc donner pour recevoir. Ils disent non, mais il faut donner sans avoir d'intérêt réel derrière, etc. Mais je te rejoins finalement parce qu'il faut partir du principe. Et c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est que tout le monde est égoïste finalement. Et si tu comprends que tout le monde est égoïste et que c'est finalement toujours une sorte de transaction avec les individus, tu composes et tu acceptes. Et puis tu te dis comment je peux apporter un maximum de valeur à cette personne et comment potentiellement ça peut m'apporter aussi quelque chose. Et puis du coup, t'avances, mais t'avances avec des règles que tu connais au moins. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, on va rentrer plus dans en profondeur sur le networking, sur les big boss, etc. Comment les big boss, cet événement emblématique, c'est même plus qu'un événement finalement, est né et quelle était l'idée initiale derrière cette idée ? Alors, ça date des années 60. Ça vous paraît bizarre parce que je n'étais même pas né. Les années 60, c'est 65, c'est l'année où mes parents se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés au Club Méditerranée. Pas au Club Med d'aujourd'hui, au Club Méditerranée. C'était vraiment très atypique, c'était très accessible, c'était mass market à l'époque. Et donc, il y avait beaucoup de convivialité. C'était les années 60, les années 70. Et donc moi, je suis né 10 ans plus tard. J'ai vécu toute mon enfance, toute mon adolescence au Club Med. J'ai eu mes premiers émois, j'ai eu mes premières amitiés. Et donc, j'ai beaucoup observé. Et moi, j'étais complètement fan de ces géos, gentil organisateur, de ce chef de village qui disait bonjour à tout le monde, qui se rappelait des prénoms de tout le monde alors que toutes les semaines ça change, qui encadrait comme ça ses équipes et qui faisait en sorte qu'on passait tous une semaine merveilleuse. Et donc j'avais ça en tête depuis toujours. Donc ça c'est une première étape de l'inscription des Big Boss. La deuxième, c'est que j'ai toujours évolué dans le business. En plus, je suis rentré dans le digital en 99 et je faisais partie des premiers. Donc, le digital, c'est le seul métier où, avec 25 ans d'expérience, on peut se considérer comme un dinosaure. Et donc, j'ai connu, moi, les premiers Aquarelle, Auckland, Ibazar, Allociné. C'était en général des start-upers, les frères Maublanc qui dirigeaient Aquarelle. Ils étaient dans des chambres de bonne à Madeleine. Allociné, c'était encore un tout petit truc. Et donc j'ai beaucoup observé ces univers-là. Et donc, j'avais d'un côté cette convivialité du Club Med et de l'autre côté cette approche du business et cette compréhension du digital. Et à un moment donné, en 2013,
Fernand Bonnevie est mort. Alors, qui était Fernand Bonnevie ? Je ne le connais pas. Fernand Bonnevie, c'était le moniteur de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés font du ski. C'était un vrai moniteur ESF, c'était pas un comédien. Donc, il venait de mourir, c'était en mai 2013. Je vois une brève sur un site, ou même d'ailleurs un magazine papier. Et je me dis, tiens, moi, je voudrais faire un événement où je vais réunir des décideurs. Je vais appeler ça les Big Boss, parce que c'est sympathique. À l'époque, il y avait une pub de Cadre Emploi avec un mug avec écrit Boss et un mug avec écrit Big Boss, l'air de dire va chez Cadre Emploi et puis essaye de grimper dans la hiérarchie pour passer Big Boss. Donc j'aimais bien cette marque Big Boss. Et puis Fernand Bonnevie venait de mourir. Moi, j'avais envie de fédérer une communauté de décideurs que je connaissais déjà. Et je me suis dit que j'allais les emmener au ski. Je me suis dit que j'allais appeler ça les Big Boss font du ski. Et d'ailleurs, le premier logo, les Big Boss font du ski, on a l'impression d'avoir l'affiche des Bronzés font du ski. C'est en jaune, avec une grosse fonte, etc., ronde. Et donc, c'est comme ça que ça s'est créé, un peu sur une idée folle, en 2013. Et puis, c'est parti. Il y a eu 189 personnes. C'était pas rentable. J'en attendais 140. On était 189. J'ai dû prendre tous les studios en face de l'hôtel que j'avais privatisé. C'était pas rentable parce que j'avais un prix à la perf. Donc un tout petit fixe pour couvrir une partie de mes charges, et puis ensuite une rémunération sur les deals signés. Sauf que 2 énormes deals ont été signés dans les mois qui ont suivi, plus d'1 million d'euros. J'avais une rémunération de 10%, donc ces 100 000 euros ont permis de financer et donc de rendre rentable l'événement dès la première édition. Et donc, je me rappelle le samedi soir, donc l'événement battait son plein. J'ai une dizaine de têtes d'affiche. J'ai le président de 3 Suisses qui viennent me voir, me dire Hervé, c'est génial ce que tu as fait, bravo. Voilà, on est dans la soirée un peu de clôture. On a une idée pour toi, on en a parlé entre nous. Tu vas faire l'été, tu vas pas attendre l'année prochaine, et tu vas aller à Ibiza. Tu vas nous emmener à Ibiza. Je dis, ok, déjà je suis content que vous me donniez vos feedbacks en live. Pourquoi pas l'été allez, c'est parti. Par contre, pas Ibiza. Parce que Ibiza, vous allez vous perdre. Et vous voyez bien que l'enjeu aussi de ces événements, c'est de se retrouver tous au même endroit et de ne pas fuir, de ne pas se retrouver comme ça, que venez, on va, j'ai un bar sympa, on y va, ou un DJ et autres. Et donc, effectivement, je l'ai fait. J'ai fait les Canaries, Fuerteventura, encore inconnu des Français à l'époque. Et donc, on a fait un très bel événement, on a affrété un avion. Et donc, c'est là que tout a commencé, parce qu'au ski, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont skié. Et d'ailleurs, l'événement s'est fait à un endroit très précis, je l'ai encore gravé dans ma mémoire. On est le samedi vers 17h, ils viennent de skier, très très belle journée de ski. Comme j'avais privatisé un hôtel, on avait des brochettes de bonbons avec des fontaines de chocolat et que j'avais disséminées partout dans l'hôtel avec des canapés. Donc les gens venaient de skier, ils avaient kiffé. Là, ils étaient en train de faire leur pause after ski et donc là, il se passait un truc de dingue. C'est-à-dire que personne ne s'était confronté dans une logique relationnelle, conviviale, pour parler business. Et donc c'était très facile pour les décideurs d'ouvrir leur chakra et pour les prestataires de venir proposer leur offre sans que ça fasse du hard selling, sans que ça fasse une vente, une chasse vraiment dure. Et donc à ce moment-là précis, je me suis dit, il se passe quelque chose là. Pourtant, c'était rien. C'était un moment où ils étaient assis sur un canapé avec des brochettes de bonbons. Mais c'est là que ça s'est passé. Je me suis dit, ok, là je tiens un truc. En fait, c'est l'anti-salon. Il n'y a rien de plus chiant qu'un salon avec des stands, c'est froid, les gens sont obligés de mettre des photos sur leur carte de visite pour qu'on se rappelle de qui ils sont, on pique les gommes, on se récupère des plaquettes. Et en fait, c'est anti ça. Le business, c'est anti ça. Le business, c'est je viens de passer 4 heures de ski, c'était génial, j'ai kiffé. Là, j'ai quelqu'un qui est passionné de digital comme moi je suis donneur d'ordre, lui, il est prestataire, il va me dire ce qu'il fait. Et puis si ça match, on aura envie de bosser ensemble. Il y a une confiance qui va s'instaurer, il y a une émotion qui va se créer. Et donc, c'est ça les Big Boss. Et donc, l'été, je me suis dit, ok, c'est sympa. Je me rappelle, je faisais une réunion avec mon tour opérateur. Il me disait, Hervé, qu'est-ce que tu vas leur faire faire ? Donc, moi, je suis capable de t'affréter l'avion, je suis capable de t'organiser l'hôtel. Voilà, on est aux Canaries, l'hôtel, il est sympa, tu peux le privatiser, tout ça. Tu vas leur faire quoi ? C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que, au ski, ils skient, mais là, je ne vais pas leur faire faire du tir à l'arc, de la piscine, comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des activités. Il me fait, mais attends, mais fais-les bosser. Tu fais venir quand même des décideurs, des prestataires, fais-les bosser. Et c'est cette idée-là qui était la plus folle. Quand j'ai commencé ma carrière chez IBM, j'ai une copine qui me dit, donc là, on fait un petit flashback 25 ans en arrière, qui me dit, Hervé, je monte une agence de speed dating amoureux. C'était avant les sites de rencontres, ça venait des États-Unis. Est-ce que tu veux être l'animateur ?
Tu sais, moi, Déborah, j'ai un métier, je sors de l'école de commerce, je commence chez... Ben non, mais attends, c'est juste le soir, 2 soirs par semaine, tu vas à Bastille dans des endroits sympas, tu as une vingtaine de filles, tu vas leur expliquer les règles, les aider. Il y a une animatrice qui gère les garçons, et donc vous allez comme ça à 2 piloter l'approche, que nous, en tant qu'agence de speed dating, on en fait 15 par jour, quoi. Et donc voilà, il nous faut comme ça des petites unités, donc tu seras payé comme ça, je sais plus, 150, 200 euros. Et donc je l'ai fait. J'ai un petit gong, 7 minutes, etc. Et j'ai beaucoup observé. En fait, la rencontre amoureuse et la rencontre business, c'est exactement la même chose. Au tout début, la première seconde, c'est est-ce que tu me plais ? D'accord ? Puis après, est-ce que je vois du charisme ? Est-ce que je vois de la bienveillance ? Est-ce que je vois des valeurs communes ? Est-ce que je vois une discussion commune ? Est-ce que je vois des univers communs ? Dans le business, c'est pareil. En 7 minutes, on ne fait que ça. On fait se confronter le mental et le cerveau émotionnel pour voir si on a envie, si ça match, etc. Et donc, je me suis dit, cette Summer Edition aux Canaries, je vais faire un speed dating géant. Un speed dating business géant. Et donc, je travaille sur un algorithme pour pouvoir faire les matchings, des propositions de valeur, des centres d'intérêt, etc. Et donc, on a fait cet événement. Et en fait, c'était incroyable parce que je devais avoir peut-être 120 décideurs et 60 prestataires, ce qui faisait une combinaison de 7200 potentiels meetings. On a dû en faire 1000. Donc chaque décideur avait 8 rendez-vous. Et sur les 1000, il y a 150 deals consignés dans les 6-9 mois qui ont suivi. Waouh. Et donc, je me dis, non, il se passe un truc là. En fait, les gens ont envie de se rencontrer, les gens ont envie d'échanger, les gens ont envie de se faire confiance, les gens ont envie... En plus, dans le digital, tout change tout le temps. Cette année, on va être à fond sur l'IA. L'année dernière, on était à fond sur le métaverse. L'année d'avant, on était à fond sur la data. Et donc, voilà, bien sûr, les choses se confrontent. Mais c'est pas comme un métier du textile ou de l'industrie où il y a des évolutions. Il n'y a pas des révolutions tous les 6 mois. Dans le digital, il y a des révolutions tous les 6 mois. Et donc, il faut se mettre à la page. Et donc, quoi de mieux que d'échanger avec des bons partenaires et dans un cadre sympathique pour créer un lien émotionnel. En fait, on parle beaucoup de retour sur investissement. J'ai des prestataires qui font, donc des sponsors, des clients qui font entre x3 et x10 sur leur investissement. Et parce qu'il y a aussi un retour sur émotion, le ROE. Si on a créé une émotion, on a créé un engagement. Et donc, on va pouvoir favoriser le business derrière. Complètement, mais je te rejoins et j'ai eu beaucoup de feedback justement de personnes qui ont participé au Big Boss et qui me disent exactement la même chose. Et le retour sur investissement, je veux dire, c'est presque une conséquence naturelle et la cerise sur le gâteau d'une expérience vécue qu'ils ont vraiment appréciée. Et en fait, c'est assez dingue parce que comment tu as eu cette idée de réunir, parce que faire des events networking et de dire, bon, je réunis les entrepreneurs, c'est une chose, tout le monde en fait. Moi, pour ma part, quand je viens à Paris, je fais une story, je réunis une centaine, 200, 300, 400 personnes, on se voit, on boit un verre, c'est cool, on est content. Mais toi, tu as vraiment eu cette notion tout de suite de te dire, ok, il faut des décideurs en face de prestataires, de façon à ce que les uns apportent aux autres et les uns apportent aux autres également. Et ça, c'est assez dingue. Et du coup, tu as poussé à son paroxysme, finalement, la notion d'apport d'affaires, de mise en relation, où éventuellement, tu peux dire à un pote, ouais, ce mec, il est bien et tout, tu prends une petite com. Mais toi, tu l'as fait à une échelle juste énorme. Quel a été l'élément qui peut-être auparavant dans ta carrière ou un déclic à un moment donné de ta vie où tu te dis, c'est ça qu'il faut faire ? En fait, moi, j'ai effectivement créé un clivage. C'est-à-dire que dans un événement, je n'ai que 2 populations. J'ai des acheteurs et des vendeurs. Et d'ailleurs, ceux qui s'apparentent pour les acheteurs, mais finalement sont des vendeurs, ou alors s'apparentent à des vendeurs, mais pour être acheteurs, ça ne marche pas. C'est-à-dire que soit dans ton métier de tous les jours, tu es un décideur, tu portes des projets, tu as des sujets dans le digital à déployer. Donc, il faut que je t'invite et tu es acheteur. Soit tu es prestataire, tu as une proposition de valeur que tu dois défendre, tu dois chasser des décideurs et à ce moment-là, tu es vendeur. D'accord ? Donc c'est acheteur-vendeur. Quand on réunit 400 personnes avec du networking, des petits badges, etc., c'est sympathique, mais peut-être qu'on a 2 acheteurs qui vont se parler, 2 vendeurs qui vont se parler, ils n'ont pas forcément d'atome crochu business. Ouais. Alors que moi, je clive vraiment l'approche. Sur un événement, il va y avoir à peu près là, sur la Winter Edition qui nous attend, on va avoir à mon avis à peu près 7000 rendez-vous one-to-one sur l'événement. Et sur ces 7000 rendez-vous, pour un prestataire lambda, c'est à peu près 6 mois de prospection qu'il va faire en 6 heures. Donc, il va faire en 6 heures ce qu'il aura fait en 6 mois. Alors, bien sûr, il ne va pas mettre 6 heures à conclure les deals. Il va mettre 3 mois qui suivent, 6 mois qui suivent. Mais en tout cas, dans la découverte, il aura échangé avec autant de nouveaux clients pertinents pour lui que sur les 6 derniers mois.
Ouais. D'où vraiment cette notion que tu partages de s'intéresser vraiment à l'individu, de se concentrer sur la création d'une relation et ensuite pouvoir la cultiver pour pouvoir dans les mois à venir faire potentiellement une transaction, une affaire ensemble. Avec toute l'expérience que tu as accumulée sur ce marché, quels sont les différents éléments clés pour toi pour réussir un événement networking de qualité et qui vraiment apporte à tout le monde selon toi? Alors le premier, c'est ce que je dis souvent à mes équipes, c'est d'avoir un physio de boîte de nuit. C'est-à-dire que si on n'a pas des critères sévères et qu'on ne s'y tient pas, ça ne marche pas. Nous, on a des critères très précis. Par exemple, pour revenir lorsqu'un décideur invité, acheteur donc participe, tant qu'il n'a pas signé avec n'importe lequel des partenaires qu'il a rencontrés, il ne revient pas. Pas de bras, pas de chocolat. Tu ne signes pas, tu ne reviens pas. Par exemple, sur la Winter Edition, on a déjà 300 décideurs inscrits. On en voulait 350, on va être obligé de passer à 400 parce qu'on a une telle demande. Mais j'ai 79 personnes qui sont venus sur les 12 derniers mois, mais qui n'ont rien signé et qui ne sont pas prioritaires. On leur dit, signe. Tu as rencontré des prestataires sur un événement il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. Tant que tu n'as pas signé, tu n'étais pas prioritaire. C'est-à-dire que ça ne nous intéresse pas les piques-assiettes, ça ne nous intéresse pas les gens qui profitent, qui veulent juste faire le network, qui finalement étaient en préavis, ne nous l'ont pas dit, faisaient juste du network. Qui viennent échanger entre pairs, c'est logique, c'est d'ailleurs leur première vocation. Qui viennent passer du bon temps, c'est sympathique, c'est un week-end, la moyenne d'âge c'est 40-45 ans, on passe du bon temps, on est au Club Med, c'est sympathique. Mais entre les deux, s'ils n'ont pas cette furieuse volonté de faire leur marché de nouveaux fournisseurs pour leur acculturation, accélération, transformation digitale des 6-12 derniers mois, c'était juste des piques-assiettes qu'on n'aurait pas dû accepter. Et donc l'enjeu, c'est la sélectivité. Si on fait un événement où on accepte tout le monde, on fait du chiffre en volume, c'est un peu les salons. Les salons jouent le volume de visitorat. Alors que l'exposant, lui, il cible la qualité du visitorat. Moi, je ne travaille que sur la qualité du visitorat. Moi, mon enjeu, c'est pas de trouver des sponsors, j'en ai toujours des sponsors. Mon enjeu, c'est de trouver les bons décideurs. C'est de les convaincre que d'une préférence de marque Big Boss, parce qu'il y a de plus en plus d'événements, c'est de les convaincre qu'ils vont avoir le choix de prestataires pertinents, qui vont échanger entre pairs, qui vont avoir du contenu excitant pour pouvoir apprendre sur des sujets qui sont trop neufs. Ils passent leur temps en réunion, ces décideurs, dans les grands comptes, les grandes ETI, etc. Si on peut comme ça leur permettre d'ouvrir leur chakra pendant 3 jours, en plus ils le font pendant un week-end. Nos événements majeurs sont un week-end. C'était une grosse prise de risque à l'époque de faire venir des professionnels du vendredi matin au dimanche soir. Et on a installé ce format. Je pense que personne d'autre pourrait se permettre de le faire. D'ailleurs, nous, on fait maintenant des événements aussi en semaine pour aller capter une autre typologie de population. Et c'est plus facile d'embarquer des gens en semaine que le week-end. Le week-end, c'était vraiment une signature. Et qui a aussi, d'ailleurs, ses travers. Moi, mon plus gros concurrent, c'est pas une société qui pourrait s'apparenter à des univers proches. C'est le conjoint et l'enfant du participant. Parce que je pique papa ou je pique maman du vendredi matin au dimanche soir. Et donc, il faut que papa et maman, le dimanche soir, ils se disent « Tiens, j'ai pas perdu 3 jours à échanger avec mes collègues ou avec mes confrères. J'ai vraiment appris des trucs. J'ai vraiment fait accélérer ma carrière, mes enjeux business, etc. » Oui, tout à fait. Revenons aussi sur le business model finalement des Big Boss. Et c'est intéressant que tu évoques le fait que les décideurs doivent passer à l'action, signer ou en tout cas émettre un intérêt réel à la chose parce que les décideurs, pour eux, c'est gratuit. Et les prestataires, eux, payent et sponsorisent l'événement. Exactement. C'est super intéressant parce que du coup, ça pousse les sponsors à ne pas non plus être des touristes et puis vouloir aller chercher de la performance et puis toi, tu les qualifies aussi par le prix. Et puis les décideurs, j'avais pas connaissance du fait que justement, si tu ne signais pas, tu n'étais pas prioritaire, mais finalement, c'est hyper logique. Tu as eu des cas justement où c'est quelque chose qui a évolué et tu as eu des cas qui étaient là pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans et puis qui signaient rien ou tout de suite tu as mis ça en place? 2, 3, 4 ans, c'est pas possible parce qu'à un moment donné, les prestataires se plaignent. Okay. Donc 2, 3 fois, c'est possible. De moins en moins, et aujourd'hui, c'est impossible. Mais pendant quelques années, on pouvait berner l'approche pendant 2, 3 fois. Mais à un moment donné, le prestataire me dit « Mais j'en peux plus de voir ce décideur. À chaque fois, je le vois au rendez-vous. Il me dit qu'il a envie de me revoir. Puis après, il ne me revoit jamais. Il me ghost. » Donc, on a ces infos. J'ai des équipes qui recensent. Et alors, par rapport à la préparation d'un prestataire, j'ai une anecdote aussi intéressante aussi dans les outils et les recettes. J'ai, dans mes événements, croisé la meilleure commerciale de tous les temps. Okay. Elle s'appelle Gwenaëlle Brémilz. Gwenaëlle Brémilz, elle travaillait chez Onet,
Onet, c'est une société de financement pour les marchands. Par exemple, la robe à 200 €, si tu es en 10 fois sans frais, tu peux te permettre de l'acheter, alors que si tu dois la payer comptant et que tu gagnes le SMIC, c'est compliqué. Donc, c'est un outil finalement d'optimisation de la conversion en ligne. Donc, il faut convaincre le directeur digital. Ensuite, il faut convaincre le directeur IT, parce qu'il faut brancher des flux complexes de paiement sécurisés, etc. Ensuite, il faut convaincre les paiements, la fraude. Donc, c'est des ventes qui mettent 12 à 18 mois à éclore. Par contre, c'est des millions d'euros à chaque fois. Et elle a signé Gwenaëlle, donc elle était directrice commerciale de l'activité de commercialisation auprès des marchands chez Onet. Elle est venue pendant 4 ans sur nos événements. Elle a signé 17 deals pour 70 millions d'euros de volume d'affaires. D'accord ? Et puis, un jour, elle m'appelle et me dit « Hervé, je vais arrêter. Je vais arrêter Big Boss. » Ah bon, c'est con, ça cartonne, t'étais une super ambassadrice. Non, mais je vais arrêter, moi, de travailler chez Onet. Du coup, je ne vais plus pouvoir participer au Big Boss. C'est con, elle fait, mais j'ai peut-être une idée quand même, je voudrais te l'exposer. Le problème que tu as, c'est que tu as une hyper-croissance. Donc, tu as des prestataires qui arrivent. Ils ont été séduits par le concept, ils ont entendu parler du concept, mais ils arrivent. Et c'est tellement particulier, les Big Boss, ça se tutoie, c'est un week-end, il y a des rendez-vous de 7 minutes, ça n'a rien à voir avec ce qui existe ailleurs. Donc, ils sont un peu perdus et en général, ils mettent un événement à comprendre. Et le ROI maximum, ils vont le tirer sur le deuxième événement. Donc, moi, j'ai une idée. Je voudrais lancer pour toi la Big Boss Academy. Je voudrais former tes futurs clients, qui étaient donc mes pairs de l'époque, à l'exécution parfaite, la préparation parfaite des événements. D'ailleurs, la baseline, c'est oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Donc, c'est une journée. Alors, au début, on le vendait. Et puis, il n'y a que 15% des nouveaux sponsors qui l'achetaient. Donc, on a décidé de l'offrir. Parce que forcément, si 100% des prestataires sont préparés, ils seront plus pertinents, plus percutants, plus efficaces, il n'y aura plus de ROI et ils reviendront plus vite, plus fort. Donc ça valait le coup d'investir. Et donc voilà, la préparation, c'est très important. Quand on va faire 20 rendez-vous de 7 minutes, le décideur, finalement, il a 20 sujets qui va se confronter à lui. Entre celui qui se prépare et celui qui arrive en touriste, ça n'a rien à voir. Complètement. Je vais vous donner une anecdote marrante là-dessus. Il y avait à l'époque une société qui a changé de nom, mais à l'époque, ça s'appelait Euler Hermès. D'accord ? Donc, un rendez-vous de 7 minutes, il ne faut surtout pas parler pendant 7 minutes, parce qu'il faut laisser son interlocuteur s'exprimer. En général, il faut faire un pitch d'1 minute, voir la réaction, confronter peut-être des use cases, et puis ensuite avoir la conclusion. Puis en plus, nous, on gongue au bout de 7 minutes. Donc, hop, une fois que le gong retentit, il faut aller à la table suivante, etc. Et donc, le décideur travaille chez Hermès et il a un prestataire qui vient à son écoute et qui présente pendant 7 minutes son offre, une logorée. C'est-à-dire que le décideur n'a pas pu en placer une pendant 7 minutes, donc déjà la première erreur. Et surtout, Euler Hermès, il pensait que c'était des foulards. Du coup, il a présenté toutes ses expériences dans le luxe. Manque de peau, Euler Hermès, c'est de l'assurance crédit à l'export. Donc, au bout de 7 minutes, le gong retentit. Le décideur, il a une petite tablette posée avec une notation du rendez-vous. Donc, 1 étoile, ça n'a pas matché. 2 étoiles, bon, ça n'a pas matché, mais je suis poli. 3 étoiles, bon, pourquoi pas, pas tout de suite, plus tard, je ne suis pas le bon interlocuteur. 4 étoiles, vraiment, c'est bien, là, j'ai envie de creuser. 5 étoiles, il faut qu'on se voit vite parce que c'est le sujet du moment. Là, il s'est pris 1 étoile. Il n'a pas laissé la parole. Et le mec lui a expliqué que des expériences et des use cases qui ne correspondaient pas à son univers. Alors que c'est con, au bout d'une minute, je leur dis « Ah oui, alors vous, Euler Hermès, vous vendez des foulards ?» « Ah non, pas du tout, moi je vends de l'assurance crédit à l'export. »« Ah, alors j'ai aussi une expérience chez AXA, une expérience, etc. » Et donc voilà, donc en gros, la préparation, c'est essentiel pour pouvoir ensuite être dans des meilleures conditions pour générer du business, du ROI et donc avoir la quintessence de l'exploitation de l'événement. Complètement, ouais. Ça déboule sur 2 questions, ce que tu viens de me partager. La première, c'est justement, outre la phase de laisser parler son interlocuteur et le connaître en amont, donc avoir fait une recherche préalable, est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais nous partager pour se préparer à un événement networking ? Exemple, je sais que le week-end prochain, je vais à un petit meet-up de networking after work. J'ai envie de me préparer dans les meilleures conditions possibles pour tirer profit de ça. Qu'est-ce que je fais ? Alors, il faut marquer des points en permanence. Je me rappelle d'un prestataire, un jour, il me dit « Tiens Hervé, voilà, on va travailler, j'ai vu avec tes équipes. En fait, j'ai un truc à te dire, je ne sais pas si c'est utile ou non, mais moi, je suis le fondateur de CST et le DG que j'ai recruté, il se trouve que comme hobby, c'est un magicien. Un bon magicien, il m'a fait des tours, vraiment, j'étais impressionné. Je dis, écoute, toi, tu es une agence qui fait du search, donc qui dépense des budgets
pour pouvoir générer du trafic et donc de la conversion. Demande à ton DG de venir avec un billet de 50 euros et un billet de 500 euros et de faire une petite manipulation pour transformer le billet de 50 en 500 et d'expliquer que son métier, c'est de dépenser 50 euros sur Google pour ramener 500 euros à la société. Et donc, de le dire avec un petit tour de magie, on crée une émotion plus forte, on crée un souvenir plus fort. Et donc, il a dit banco. Et donc, forcément, les décideurs, alors c'était bien, t'es dit, ah putain, moi je suis tombé sur un mec qui m'a fait un tour de magie. Ah bon, il fait quoi? Il fait du search. Voilà, donc c'est marquer des points en permanence. Et donc, autre exemple, j'avais un prestataire, c'est une ESN. Une ESN, c'est donc une société de services qui, en général, place des consultants dans les grands comptes. Et donc, sa proposition de valeur versus son concurrent direct, elle est faible, quoi. Voilà, j'ai des data managers, j'ai des chefs de projet, etc. Et donc, il a fait un jeu de cartes. Un jeu de 52 cartes, et au recto il y avait donc les cartes classiques, et au verso il y avait les typologies de profils qu'il pouvait placer en entreprise, donc le data manager, le chef de projet. Et donc pendant les 7 minutes il jouait à la bataille. Okay. Parce que du coup à la bataille tu retournes les cartes et du coup là c'est un data manager, là c'est un CIO, là c'est un Web3 manager, voilà. Et donc puis en même temps il jouait à la bataille, et là aussi on a créé quelque chose. On a créé un moment particulier, on a fait rire. J'en ai même un jour, mais ça j'ai refusé. Il me dit, Hervé, est-ce que je peux prendre un comédien qui crée un esclandre pendant le dating? Non, parce que ça va générer de la frustration pour tous les autres. Donc là, je ne suis pas allé jusque-là. Enfin, je dis n'importe quoi, mais viens avec un lion. Ou un petit lionceau, qui va pas faire de dangerosité. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en permanence, il faut créer cette fameuse émotion. Il faut créer ce souvenir. Et donc, si tu arrives comme les autres, habillé comme les autres, avec une presse, PowerPoint, faite comme les autres, tu te démarques pas. Ouais, donc se démarquer, faire preuve d'ingéniosité à chaque fois. Un autre point, tu parlais tout à l'heure de la meilleure commerciale que tu n'as jamais vue. C'est quand même un sacré titre, en plus venant de toi qui a vécu toute sa vie autour du commercial. S'il y a un ou plusieurs traits de caractère ou aptitudes qu'elle incarne parfaitement et qui fait d'elle ce statut de meilleure commerciale, c'est quoi ? Alors pour la petite histoire, c'est devenu maintenant mon associé, puisque j'ai racheté sa société qui anime les Bboss Academy et organise des académies pour le compte de grands comptes commerciaux. Alors, tout à l'heure, je parlais des 3 aptitudes d'un entrepreneur, je vais te parler des aptitudes d'un commercial. D'ailleurs, quand on recrute des commerciaux, on doit tout de suite distinguer 2 typologies de commerciaux, et la meilleure qui est la fusion des 2. Donc, à chaque fois, il y a 2 typologies de commerciaux dans n'importe quelle organisation commerciale. Il y a les besogneux. D'accord, celui qui bosse, il bosse beaucoup. C'est le premier de la classe, il envoie des emails, il relance, il met bien à jour son CRM. Par contre, il lui manque quelque chose. Mais à force de travailler, il finit par trouver un prospect qui, à l'instant T, etc. Puis après, il y a le talentueux. Le talentueux, il énerve, parce que lui, il arrive à 11h. Il commence à bosser à 14h30, à 16h, il close, et puis à 17h, il s'en va. C'est le talentueux. Et il énerve, celui-là. D'ailleurs, lui, il faut le virer, le talentueux. Juste talentueux, parce qu'il agace tout le monde. Par contre, le besogneux talentueux, celui qui bosse et qui a du talent, c'est le meilleur. Et donc, il faut trouver les 2. Alors, le talent, c'est quoi ? Le talent, on en parlait, c'est aussi la générosité, l'authenticité, vraiment le côté authentique de la relation. C'est l'énergie, la détermination. Et le travail, ça n'existe pas. Un entrepreneur qui ne travaille pas, ça n'existe pas. Un commercial qui ne travaille pas, en tout cas qui veut performer, ça n'existe pas. C'est intéressant cette histoire du talent, enfin, le profil qui a juste le talent, parce que souvent, ça pourrait, comment dirais-je, pousser l'entrepreneur à vouloir le garder, parce qu'il se dit « ouais, mais il génère quand même du chiffre d'affaires, etc. » Ouais, mais il agace tout le monde. C'est ça. Donc le coût d'opportunité de le garder, finalement, est beaucoup plus élevé, parce que ça va détériorer l'ambiance globale. Et, ouais. Je vais te raconter une anecdote marrante là-dessus sur un talentueux que j'ai eu à gérer, mais
Un peu trop talentueux là sur ce coup-là. Donc quand j'étais chez Email Vision, je dirigeais une zone qui allait de la Suisse à la Russie en passant par l'Allemagne et les pays de l'Est. D'accord. Donc le point de chute c'était la Suisse et j'avais des bureaux à Hambourg et Munich et donc moi j'étais basé à Genève à l'époque et donc j'allais une fois par semaine dans les bureaux allemands. Et j'avais un de mes meilleurs commerciaux, d'ailleurs le meilleur commercial, qui s'appelait Holger, qui m'avait présenté un gros prospect pour un deal à 400 000 €. C'était trois jeunes start-upers qui venaient de lever des fonds et donc on pouvait signer un gros deal. Bon, j'avais présenté. Et puis quelques semaines plus tard, j'ai le DAF Group qui m'appelle, il me dit « Hervé, est-ce que c'est toi qui as signé cette note de frais ?» Alors, je regarde, c'était effectivement une note de frais de mon commercial dans ma juridiction, sur mon territoire. C'était ma signature très mal limitée, avec un coup de tampon, alors que pour valider une note de frais d'un commercial, il n'y a pas besoin d'un coup de tampon, parce que c'est un process interne. Et donc, lui m'avait tout de suite blanchi, mais effectivement, dans cette note de frais, il y avait une ligne à 7 900 €. Alors que les commerciaux, ils ont entre 500 et 1 000 € de notes de frais, parce qu'ils ont fait des déj, qu'ils ont fait des déplacements, mais on n'a jamais 7 900 €. Et donc, je regarde, je creuse un peu, c'est un bar à pute à Hambourg. Et donc, je regarde, c'est le lendemain du deal qu'il a signé, parce qu'il a fini par le signer, c'est le deal de 400 000 €. Et donc, il avait fait un faux. Il avait fait passer la signature pour que ça ne se voit pas. Sauf que le DAF, qui voit toutes les notes de frais de tous les commerciaux, de toutes les régions, il dit « Tiens, c'est bizarre, pourquoi il y a une note à 8005 ? Tiens, c'est chez Hervé Bloch, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Bon. Et donc, tout de suite, il m'a dédouané. Donc, j'ai convoqué ce commercial. Toute la boîte voulait le virer. Moi, ça m'emmerdait, c'était mon meilleur commercial. Il venait de signer un deal de 400 000 €, sauf qu'il avait fait un faux. Et il voulait faire circuler ce faux. Et puis en plus, en fait, il avait payé des putes à ses clients pour signer le deal. Donc, moi, il m'aurait appelé à 22h. Hello Hervé, en plus on parlait anglais. Hello Hervé, voilà, j'ai mon client que je t'avais présenté. Voilà, on est dans un bar à striptease. Quel budget tu me fixes? Voilà, j'aurais dit je sais pas, mais 2 000 €, essaie de payer 1 000 € ce soir et 1 000 € le mois prochain. Je te couvre 2 000 € pour aller signer un deal 400 000 €. Bon, voilà, c'est pas non plus une grande moralité, mais bon, ça peut passer. Sauf que en France, c'est un striptease. En Allemagne, ça va jusqu'au bout. Donc, et puis à 7 900 €, j'ose espérer que ça allait jusqu'au bout. Et donc, on l'a viré. On lui a demandé de rembourser sous 48 heures. On l'a viré. Surtout pour le faux, parce que 7 900 € pour 400 000 €, ça fait 2% d'un porteur d'affaires, ça arrive tous les jours. S'il m'avait dit, tiens, je dois payer une agence qui m'a mis en relation, j'aurais accepté de payer 2%. Là, voilà, on a un peu trop de talent, quoi. On a un peu trop de créativité. Et d'ailleurs, quand je l'avais convoqué, il m'avait dit, oui, ton prédécesseur nous avait demandé d'être créatif. Oui, mais c'est quand même très créatif, là, c'est quand même très créatif. Et donc, donc il y a aussi un peu de moralité dans tout ça. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans le business. On peut être créatif, on peut être intelligent. Mais en tout cas, le travailleur, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé. Moi, d'ailleurs, je suis effaré, tu parlais d'une communauté assez jeune, je suis effaré de la génération qui arrive. Je pense que notre génération à nous, toi, tu es entre les deux, tu es proche de 30 ans, moi j'ai 47 ans, j'ai des jeunes dans mes équipes qui ont 25 ans. Je pense que ma génération à moi, c'était trop. C'est-à-dire que tu partais à 20h du bureau, les gens me disaient t'as pris ta demi-journée. Il y avait un côté, plus tu restes tard, plus tu es valorisé dans l'entreprise. C'était un peu trop. Alors, la génération d'après, j'arrive à 10h, je fais 3 pauses clopes le matin, je fais un gros déj de 2h, à 17h58 je pars. Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais beaucoup le sont, et ils ne le font pas par flemmardise, c'est parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que dans cette génération, le travail, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen de se réaliser. Je travaille 2 ans, puis je fais un tour du monde pendant 2 ans, ou je fais complètement autre chose. Et donc, et puis après, ils disent je suis débordé. Je dis mais comment tu peux être débordé? Tu arrives à 10h, tu fais une demi-heure de pause, tu manges pendant 2 heures, tu pars à 17h58, c'est pas ça débordé. Il y a des métiers dans le M&A ou dans l'agence de com où tu fais des charrettes, tu finis à 23h, tu manges un Jap à 22h qu'on t'a payé gracieusement parce que tu bosses qu'à 23h. Donc, en fait, le commercial qui bosse pas ou qui bosse peu, il n'a pas de résultat. Le talentueux, il peut en avoir, mais il est agaçant, ce talentueux. Ouais. Voilà, donc le besogneux talentueux, c'est le meilleur. Moi, mes meilleurs commerciaux, c'est des besogneux talentueux. Ouais, complètement. Un autre élément qui détermine aussi
les besogneux talentueux, c'est que ils savent sur le long terme cultiver aussi leur réseau. Parce que finalement, une transaction, un deal, quoi que ce soit, une affaire, elle va pas forcément se faire au bout d'une semaine ou d'un mois. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être 5 ans même. Toi, dans ton cas, tu as un réseau qui est juste énorme après toutes ces années et de ton réseau découle énormément d'opportunités derrière pour les big boss et pour d'autres de tes structures. Comment tu exploites ce réseau? Quelles sont les actions que tu mets en place concrètement pour favoriser les nouvelles opportunités et le fait de le cultiver à long terme? Alors, c'est le fameux donner pour recevoir, hein, c'est-à-dire que j'ai énormément de demandes de connexion en permanence. Présente-moi, connecte-moi, qui tu connaîtrais, et je fais cet exercice. Okay. Et quand j'ai besoin, je vois qui me renvoie. J'avais une anecdote sympa là-dessus. Donc, je travaillais chez Melvision. On me nomme country manager de la Suisse. Bon, c'était en 2006. Et donc, j'avais pas trop de réseau sur la Suisse. Par contre, j'avais un réseau en France. Et mine de rien, la Suisse romande, la Suisse francophone, Genève-Lausanne, il y a pas mal aussi de Français qui sont expatriés en Suisse, dans cette partie-là de la Suisse. Donc, je le tente. Et donc, j'avais proposé une campagne email. C'était gagner un ballotin de chocolat Camille Bloch. Camille Bloch, c'est une marque très connue en Suisse. Je m'appelle Hervé Bloch, donc c'était marrant, mais il n'y a rien à voir, c'est pas ma famille. Pour tout contact qualifié transmis par email. Ok. Je t'en aurais envoyé beaucoup, moi. Et ben, en tout cas, moi, j'ai envoyé 32 ballottins. Okay. Donc, j'ai eu 32 contacts. J'ai signé au bout de 2 semaines. Incroyable. Un énorme deal. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on m'a nommé en Suisse, moi, j'étais manager des ventes en France. Et j'attendais qu'une seule chose, c'est d'être country manager France. À un moment, je suis convoqué par le DG. Bonjour Hervé, très belle performance, ce que tu as fait en France et tout. Donc, je me dis, ça y est, je vais être country manager. Voilà, je te nomme country manager. Et tout d'un coup, Suisse. Mais c'est quoi ce bordel? La Suisse, c'est une province. C'est même pas l'équivalent du potentiel qu'on a à Lyon. Non, pas du tout, tu te trompes. La Suisse, c'est souvent très mal géré. La France a la Suisse romande et l'Allemagne a la Suisse alémanique. Mais en fait, ne croyez pas ça. Il y a beaucoup de décisions mondiales en Suisse. Parce que pour des questions fiscales, il y a des cantons qui ont attiré des décisions européennes ou mondiales, des Procter & Gamble, etc. Il y a aussi des boîtes, des organisations non gouvernementales, le CIO, l'UEFA, etc. Et donc, il y a énormément d'argent, il y a énormément de sujets. Et donc, comme tu es très réseau et que ça marche que comme ça là-bas, je t'envoie là-bas, c'est un tremplin. Pour toi, vas-y, éclate-toi. Et donc, voilà, ce fameux ballotin de chocolat, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Tous les gens que j'avais aidés, s'ils ont eu l'occasion de le faire à ce moment-là, ils l'ont fait. C'est pas pour le ballotin de chocolat, c'est que je me rappelle très bien. Je peux te citer les 32 qui m'ont ouvert une porte. Bah, tiens, j'ai ma cousine, elle est à Genève. Tiens, j'ai mon frère, il est à Lausanne. Tiens, j'ai un ancien collègue qui est parti dans le Vaud. Enfin, et donc, il n'y a rien de plus puissant que cette cooptation. Parce que quand j'appelle pour dire bonjour, j'appelle de la part de ta sœur. Et je voudrais te rencontrer pour te présenter mes solutions. C'est quand même mieux que bonjour, je m'occupe de Email Vision, je voudrais vous présenter une solution d'email marketing qui permettrait de. Enfin, en gros, on est déjà dans un step. Tiens, c'est ta sœur, au fait, comme si on s'était rencontrés dans une soirée samedi soir, et puis on parle déjà de manière sympathique, on se tutoie, etc. Ouais. C'est ça la puissance du réseau. Ouais, donc ça met en lumière et ça permet d'initier aussi une réflexion pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est faire preuve d'ingénierie sociale, d'ingéniosité, de créativité. Mais pas trop quand même. Et du coup, si tu as une target potentielle ou une typologie target potentielle, te dire dans mon réseau de premier cercle ou deuxième cercle, dans quelle mesure je peux faire en sorte d'avoir une mise en relation directe plutôt que d'essayer de les solliciter et retourner dans ce phénomène de qualité plutôt que quantité, quoi. Et d'ailleurs, premier cercle uniquement, parce que c'est pas vrai. En deuxième cercle, tu peux me présenter quelqu'un que tu connais, mais la personne que tu connais qui pourrait me présenter quelqu'un qu'elle connaît, elle s'en fout. Je suis trop loin d'elle. Ouais. C'est bien que tu le spécifies complètement. On va parler de quelques challenges justement auxquels on peut faire face dans une carrière, notamment quand on fait de l'événementiel. On le sait tous, en 2020, la pandémie de Covid arrive. L'événementiel, c'est l'un des marchés les plus touchés et les plus impactés par ça. Comment est-ce que tu as fait pour survivre à cette période et t'adapter à cette période ? C'est vrai que c'était une période folle. En plus, moi, c'était très particulier parce qu'en 2019, j'ai un fonds d'investissement qui est rentré au capital de ma société. Et donc, j'ai accéléré. C'est-à-dire, je me suis dit, allez, c'est parti, je recrute des DGA, des managers. On était 19 personnes, on a doublé cette année-là. Donc, début 2020, je double mes effectifs. Ouais. Février 2020, le Covid là, qui commence à gronder, l'Italie confinée.
Et mars 2020, je fais des événements, mais bon, il y a de plus en plus de gens qui annulent, voilà, on ne sait pas trop tout ça. Et boum, le Covid arrive. Et donc là, moi, je dois vivre à la fois une crise de croissance parce que je double mes effectifs et une crise de décroissance parce que je vais diviser par 2 mon chiffre d'affaires. Et déjà, diviser par 2, c'est déjà un exploit, parce qu'il y en a qui ont divisé par 10, par 20, par 100 leur chiffre d'affaires. Alors pourquoi j'ai divisé par 2 ? Parce que la veille des confinements, la veille de la prise de parole de Macron sur le confinement, j'avais rempli un formulaire en ligne avec une dizaine de solutions qui pouvaient me permettre de digitaliser les événements, parce que j'avais senti que quand même, il fallait peut-être s'y préparer. Et donc l'une d'entre elles était Proximum 365. Le DG, qui est devenu mon associé, avait en fait les formulaires, les réponses des formulaires en live, et il dit tiens, Hervé Bloch, les big boss, ah ouais, ça m'intéresse comme lead. Je vais l'appeler directement. Donc, il a traité lead et il m'a dit Hervé, je voudrais, tu ne me connais pas, mais moi je te suis. Je voudrais qu'on déjeune ensemble. Donc, on déjeune ensemble. C'était le dernier déjeuner possible, hein, puisque ensuite Macron parle et on est confiné. Et donc on sympathise. Donc, il m'explique qu'effectivement, il a la solution pour digitaliser mes événements. Et puis, finalement, j'ai fini par racheter la société. Et donc, moi, je me suis préparé très tôt. C'est-à-dire que de mars à juin, pendant le premier confinement, on faisait des podcasts pour animer quand même la communauté. J'avais des prestataires qui me suppliaient de maintenir des événements en digital parce que c'était 30, 40, 50% de leur chiffre d'affaires et qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre cette manne-là. Et donc, dès juin 2020, on a lancé le premier événement Summer Online Meetings. Alors, ce n'était pas en Grèce, ce n'était pas aux Canaries, ce n'était pas à Marrakech, mais c'était des rendez-vous visio one-to-one avec des décideurs qui avaient des budgets, hein, parce qu'il y avait des secteurs qui explosaient, hein, l'alimentation, les services, l'e-commerce. Et donc, ils avaient besoin d'accélérer encore plus fort dans le digital, et puis des prestataires qui avaient besoin de pouvoir dérouler ces acteurs-là. Et donc, on a vécu des périodes folles. Et puis même dans l'événementiel ou la restauration, ça a duré 15 mois les confinements. C'était pas juste 2 fois 2 mois. Et donc, je me rappelle même d'un événement, c'était en décembre 2021. Il y avait une reprise en fait. Et nous, on avait calé un événement au Club Med. Et 5 jours avant l'événement, Castex, qui était Premier ministre à l'époque, prend la parole pour dire bonjour, voilà, il y a un Covid qui revient, on voudrait que vous arrêtiez, alors c'est pas une interdiction gouvernementale, mais vous arrêtez les fêtes de fin d'année, vous n'allez pas faire de fêtes cette année en entreprise, faites pas Noël en famille, c'est dangereux. Donc c'était pas une interdiction, d'accord, parce que quand il y a une interdiction, l'avantage c'est qu'on est protégé par les contrats. C'était une suggestion. Donc moi, 5 jours avant, j'ai la patronne des événements MICE du Club Med, donc, qui était mon interlocutrice, qui m'appelle et me dit Hervé, qu'est-ce qu'on fait ? Tu t'annules ou tu maintiens ton événement ? Par contre, moi j'ai une mauvaise nouvelle. Comme ce n'est pas une interdiction gouvernementale, je suis obligé d'encaisser tes arts et d'encaisser contractuellement l'engagement. Donc bon, je veux savoir quand même au cas où, est-ce que je maintiens mes commandes de prestations gastronomiques ou autres, voilà. Et je lui dis, écoute Muriel, j'ai pas le choix, je vais le faire. Par contre, on a appelé tous nos participants et je voulais en temps réel, toutes les heures, avoir une info de ceux qui allaient, effectivement, suite au discours de Castex, abandonner ou ceux qui allaient se maintenir. On a 83% des gens qui se sont maintenus, d'accord, par conviction, par engagement sociétal vis-à-vis des big boss, en disant oui, on comprend bien les enjeux, nous on adore les big boss, on se protégera, il y aura des masques, mais on viendra. Donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, comment je peux faire pour remercier cette communauté quand même très engagée qui accepte alors qu'il y a une suggestion gouvernementale de ne pas se réunir. Ouais. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire de la vaccination, je vais faire un vaccinodrome pendant mon événement. Très compliqué, il fallait trouver des doses, il fallait trouver une pharmacie locale, il fallait trouver des médecins, il fallait trouver des internes en médecine pour faire les... Et donc je me rappelle jusqu'au jeudi soir, veille de l'événement, j'avais les doses, j'avais trouvé les doses, j'avais les internes en médecine pour faire les vaccins, mais il me manquait le médecin. Et donc je galérais sur cet événement et j'avais un de mes DGA qui me voyait galérer, qui me dit, mais tu sais, moi, mon beau-père, il est ophtalmo. Je m'en fous de ton beau-père ophtalmo. Non mais attends, ophtalmo ça veut dire médecin, et donc ça veut dire qu'il est très impliqué dans les causes sociétales, donc je peux lui demander de diriger ton vaccinodrome. Ah vas-y, appelle ton beau-père. Et donc je l'ai au téléphone, il me dit pas de problème Hervé, je prends, je viens, est-ce que tu as les doses ? Oui, j'ai les doses. Parce qu'en fait les doses, j'ai pas le droit de les acheter. Moi je peux pas acheter 500 doses, il faut que ce soit un médecin qui achète 500 doses. J'ai pas le droit d'acheter 500 doses en tant que particulier. Et donc j'avais les internes en médecine et donc j'ai organisé ce vaccinodrome. Et donc pour remercier ces participants qui n'avaient pas annulé malgré les suggestions gouvernementales, j'ai organisé, donc il y a eu 122 doses.
122 piqûres en fait. Et donc voilà, donc c'était sympathique aussi. Finalement, l'événement waouh, où le sujet waouh de l'événement, c'était la vaccination. Encore une fois, un organisateur d'événements qui organise une vaccination, c'était quand même fou. Mais à l'époque, même les centres commerciaux organisaient des vaccinations pour attirer des gens dans les centres. Donc voilà, donc en gros, c'était une année folle. On a beaucoup progressé, beaucoup mûri. On a d'ailleurs maintenant une techno d'animation de communauté online ou de visio online. Donc on a beaucoup appris de ces sujets-là. Et donc c'était aussi une période folle parce que pour mes équipes, c'était déterminant. On n'a pas voulu nous mettre tout le monde en chômage partiel, tout arrêter pendant 3 mois, 6 mois. On s'est battu, on a fait. Et on était les premiers à pouvoir sortir des événements digitalisés. Et puis les gens ont confondu, les organisateurs de salons, par exemple un salon qui faisait 10 millions d'euros, ils se disent tiens, moi je vais faire un événement online, je vais faire un webinar. Mais en fait, le webinar, tout le monde s'en fout. Ok, donc tu es passé de 10 millions à 50 000 euros de chiffre d'affaires, et puis au lieu d'avoir 20 000 visiteurs, tu en as eu 800. Alors que moi, je divisais par 2 le chiffre d'affaires, parce que je considérais que ça valait la moitié du prix, mais j'avais tous les rendez-vous visio one-to-one. C'est-à-dire, je considérais que, parce que dans mon événement, la moitié du business se fait pendant les rendez-vous et l'autre moitié se fait pendant les à côté. Parce qu'il n'y a plus d'à côté, je vais faire la moitié du prix. Et donc derrière, on a pu faire des événements. On a fait un événement qui a fait 1 million de marge à la Winter Online Meetings 2020. Et donc on est rentable en 2020, ce qui est incommensurable. À l'époque, tous les organisateurs d'événements étaient en train de faire faillite ou d'avoir 10 millions, 20 millions, 100 millions, 500 millions de pertes. Le plus gros, je crois que c'était Comexposium qui, l'année d'avant, faisait 100 millions d'EBITDA et qui, cette année-là, a fait 100 millions de pertes. Wow. C'est assez dingue de se dire qu'une boîte d'événementiel a réussi justement en s'adaptant et en mettant en place les actions concrètes pour pouvoir maintenir ça, arrive à être rentable en 2020. Donc bravo pour ça. Est-ce qu'il y a des choses, des changements ou des innovations que vous avez mis en place pendant cette période justement, que vous avez gardées aujourd'hui, et si oui, lesquelles ? Alors effectivement, on a beaucoup appris avec les événements online, mais au royaume des aveugles, les bornes sont rois. Donc quand il n'y a rien d'autre que des événements online, c'est bien de les faire. Et d'ailleurs, je me rappelle de mon fonds d'investissement qui disait « Hervé, mais vu la rentabilité d'un événement online, mais tu vas arrêter les événements physiques, tu vas faire que du online. » Je fais « Non, surtout pas. » Aujourd'hui, ça marche les événements online parce qu'il n'y a pas d'événements physiques. Aujourd'hui, ça marche les événements online parce qu'on a une communauté engagée forte qui s'est rencontrée sur des événements physiques. Si je ne fais que du online, je vais diluer tout ça, je vais dilapider tout ça et ça ne marchera plus. Certes, c'est beaucoup moins cher de faire un événement online que d'affréter un train, un avion, un hôtel, un village Club Med, bien évidemment. Mais sauf qu'il n'y a pas le même engagement, il n'y a pas la même émotion. Donc pendant un laps de temps de transition, c'est génial. En revanche, à côté des événements physiques, on a maintenant une plateforme qui s'appelle Big Boss 365 qui permet d'organiser des visios ponctuel à la demande lorsqu'un décideur a un besoin ou un prestataire sait répondre à un besoin. Donc ça vient en complément des événements. Si par exemple un décideur vient de se faire tacler parce que son taux de conversion chute et qu'il veut absolument trouver des solutions, des agences, des prestataires dans la conversion, il va dans l'interface. Nous, on a nos 450 clients référencés, il voit 8 prestats qui l'intéressent, on organise sous 48 heures 8 visios de 20 minutes avec chacun des prestats. Ok. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle 365, parce que 365 jours par an, on est capable d'organiser. Donc, c'est en complément des événements. Il peut quand même, 3 mois plus tard, venir à l'événement et confronter, échanger. Mais là, il avait un besoin urgent, très vite, pour organiser une consultation. On est capable de lui organiser sa consultation. Ce qui fait que ça maximise les probabilités aussi de trouver des clients pour les prestataires. Et donc, ça crée un nouvel avantage, finalement, à faire partie des Big Boss. Un point intéressant, c'est que tu évoquais le fait qu'au départ, donc tu prenais un pourcentage sur les deals qui étaient signés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore le cas ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que c'est du fixe uniquement ? Alors, comment ça fonctionne ? Je l'ai fait au début parce que j'avais l'humilité de penser que j'étais un nain dans l'événementiel. J'avais participé à des événements. J'avais été client d'événements, mais je n'avais jamais organisé un événement de ma vie. Et donc, les décideurs, ils étaient là parce que c'était une communauté que j'animais, que j'adressais. J'avais à l'époque un média qui s'appelait DGTV, et j'avais interviewé plusieurs centaines de décideurs, donc c'est des gens que je connaissais, que je côtoyais, et donc que je pouvais faire venir. Mais bon, il fallait bien que, puisque je les invitais, il fallait bien qu'il y ait un chiffre d'affaires. Et donc, de dire à quelqu'un bonjour, c'est 10 000 € l'événement, 15 000 € l'événement, t'es qui, t'es quoi et de dire bonjour, c'est 3 900 € et si tu signes un deal, c'est 10% du chiffre d'affaires. Bon, la prise de risque, elle est beaucoup plus faible. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Sauf qu'à l'arrivée, au bout d'un an, j'avais des prestataires qui me donnaient 100 000 € parce qu'ils avaient signé 1 million et d'autres qui me donnaient rien
Parce que comme c'était 3 900 €, déjà ils avaient passé un bon temps, ils avaient invité 2 clients, ils n'avaient même pas relancé. Et donc, ceux qui dépensaient 100 000 €, ça leur faisait cher. Ils étaient très contents parce que ça leur rapportait 1 million. Puis ceux qui n'avaient rien signé parce qu'ils n'avaient pas travaillé, c'était pas bien. Puis ceux qui avaient à peine signé, c'était à peine rentable. Et donc, c'est aussi ce qu'on en fait, les big boss. Hein. Donc, en fait, ça collait pas. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir 100 000 € pour les uns, 0 pour les autres, alors que moi, mon métier, c'est d'identifier des bons décideurs, de faire en sorte qu'ils jouent le jeu. Et on va même, nous, jusqu'à s'assurer des rendez-vous post-événement. Ouais. Donc, voilà, c'est une obligation de moyens, c'est pas une obligation de résultat. Si en face, on a un prestataire mauvais, qui n'a pas le bon prix, qui n'a pas la bonne offre, c'est plus de notre ressort. Donc en fait, c'était pas très pertinent. Ça a pu marcher pendant quelques années, mais vu la taille du format qui grossissait, on a fait 100% de croissance par an les 6 premières années, puis 30% de croissance. Aujourd'hui, on est plutôt sur 10% de croissance, parce qu'on est dans une logique asymptotique logique. Et donc en fait, cette logique à la perf a été très séduisante au début. Et elle n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Chacun va payer finalement un planning de rendez-vous et donc une capacité à générer du ROI. Ouais, c'est énorme cette croissance-là que tu partages justement. Qu'est-ce qui explique cette croissance selon toi et comment, lorsque tu scales de façon aussi importante, qui plus est dans un business physique, tu n'es pas sur un business digital avec des équipes, etc., tu gardes ta trajectoire, tu gardes ta vision et tu arrives à inculquer une culture d'entreprise en recrutant massivement de nouvelles personnes, parce que vous êtes passé quand même en 10 ans de 0 à 100 salariés, solide et en accord avec les valeurs de l'entreprise. Alors, déjà, moi, j'ai quelque chose de très particulier, c'est que j'ai fait grandir les gens. Aujourd'hui, la totalité de mon comité de direction sont des gens qui, pour les directeurs, c'est leur premier job, et pour les DGA, c'est la première fois qu'ils sont DGA de leur vie. Donc déjà, ils apprennent un métier en plus de leurs compétences, de leurs hard skills. Et donc, moi, j'ai pris des bébés, en fait. D'ailleurs, en ce moment, je poste sur LinkedIn, à l'occasion des 10 ans du format, je poste une ode à mes premiers collaborateurs, ceux qui sont arrivés dans les premiers temps et qui ont beaucoup grandi. Donc, je donne l'exemple de Camille Dumont. Camille Dumont, elle est arrivée, elle avait 20 ans, elle venait d'avoir 20 ans dans mon bureau, avec un CV quasi vide. Hein. Mais j'ai senti un potentiel intéressant et elle est maintenant directrice associée en charge des opérations. Elle a 10 personnes à gérer. 2 ans plus tard, j'ai un petit alternant avec une petite cravate, tout propre sur lui, qui voulait une expérience dans le commercial. Et maintenant, il est directeur commercial associé et il pilote 2 équipes et 2 managers commerciaux. Voilà, c'est ça que j'aime bien aussi. Et donc, ces gens-là sont des bébés big boss. Ont pris mon énergie. Moi, j'ai senti que mon énergie était compatible à la leur, donc ils peuvent la diffuser auprès de leurs équipes. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et si demain, on est 1000... il faut avoir ce même esprit. Moi, quand il y a une réunion de process avec le DAF, ça m'emmerde, quoi. Par contre, quand on parle de l'émotion qu'on peut ressentir, de la bienveillance, quand on organise le séminaire des équipes, l'été, l'hiver et autres, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que faut se lever le matin, avoir les niaques, avoir envie, parce que c'est dur. Hein. Ouais. 2020, Covid, c'est très dur. 2023, c'est aussi une année difficile. Donc, il faut se battre tous les jours. Donc, si on n'a pas cet esprit-là, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils sont tous potes entre eux. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que ils sont soudés, tout va vite. L'inconvénient, c'est que dès qu'il y en a un qui a une exception, tout le monde le sait. Et pourquoi lui a été augmenté, et pourquoi lui machin, et pourquoi lui il est en télétravail, etc. Donc, c'est à la fois force et faiblesse. Mais je me rappelle d'un collaborateur, un directeur qui a fêté son mariage. À 17h50 le vendredi, il y a 15 collaborateurs qui ont débarqué pour le kidnapper. En fait, c'était son enterrement vie de garçon. Donc, de voir que 15 personnes, que quasiment la totalité des gens, c'est les collaborateurs, pour son enterrement vie de garçon, c'est que vraiment, il se passe quelque chose dans cette entreprise. Tiens, une autre anecdote aussi, qui n'est pas drôle, mais bon, à force, elle est drôle. Donc, un soir, j'avais récupéré un guide, un annuaire de prospection, et comme le lendemain, je partais en déplacement, je me suis dit, tiens, je vais passer pas très loin, j'avais un Uber, je vais déposer le guide devant le bureau du commercial pour qu'il puisse chasser à partir de ce guide. Et sauf que mes bureaux sont à Suresnes dans le 4e étage et tout était allumé. Je me dis, ah merde, ils ont oublié d'éteindre la lumière, c'est con, c'est pas écologique. J'arrive, ils n'avaient pas du tout oublié d'éteindre la lumière, ils étaient tous là. Bon, pas tous, hein, mais ils faisaient un poker. Donc ils étaient là, il y avait de l'argent, il y avait de l'alcool. Tout. Bon, alors dès qu'ils me voyaient tous, ils sortaient de pièce en pièce, ils étaient terrorisés. Ils se disaient merde, il y a le proviseur qui vient de débarquer. Puis j'avais mon DAF, le DAF c'est quand même le DAF et DRH. Bon,
Et donc, ils auraient pu tous se faire virer pour faute grave le lendemain, tu vois, ou avoir un avertissement. Bon, moi, ça m'a fait rire, hein. J'ai été jeune aussi. Mais bon, j'ai convoqué quand même le DAF. Je lui ai dit, Gaëtan, je dois être au courant. Imaginons, il y a un mort. Imaginons, il y a un coma éthylique. Imaginons, vous invitez quelqu'un, il vole un ordinateur. Je suis responsable de cette entreprise, je suis responsable de tout ce qui se passe dans cette entreprise. Là, tu ramènes de l'alcool et de la drogue. Alors ça va, j'ai pas 15 ans, c'est pas de la coke non plus, etc. Mais je suis quand même responsable de cette entreprise. Je suis le mandataire social. Bon, donc il avait compris que quand même, et donc maintenant ils me préviennent, voire ils m'invitent. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est ça aussi la magie d'une boîte. Hein. C'est-à-dire que c'est ces moments-là qui sont incroyables pour eux, de se voir comme ça le soir, après le boulot, truc. Maintenant ils me préviennent. Ah tiens, Hervé, ce soir on fait un poker, truc. Bon. Voilà, donc c'est ça la magie d'une entreprise. Et donc finalement, réussir une entreprise, c'est donner de l'énergie, c'est recruter des bons talents, c'est les faire grandir. Moi, j'ai un truc dont je suis très fier aussi. En 2019, quand le fonds d'investissement est entré au capital, il m'a proposé ce qu'on appelle un management package. Alors, c'est quoi concrètement ? Un fonds, lorsqu'il met 10 dans une entreprise, au minimum, il veut 20. Il veut doubler. Comme ça, il fait un multiple de 2. Sur 5 ans, ça lui fait un TRI, donc un taux de rendement annuel à 15%. Il est content. Sachant que pour être au minimum, c'est 7. Donc, ce que juste qu'on comprenne comment ça marche un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des autres, donc l'argent de milliardaires, l'argent de compagnies d'assurance, de banques et autres. Et cet argent, ils ont 2% de frais de gestion, d'accord ? Et ensuite, ils touchent 20% au-delà des 7 premiers pourcents de rendement. Donc s'ils font 7%, ils n'ont que leurs 2% de frais de gestion, c'est-à-dire leurs coûts salariés et autres. Si par contre ils font 15% de rendement, ils vont toucher 20% sur les 15%. C'est là que ça devient très intéressant, ce qu'on appelle le carry. Donc voilà, donc en gros, un fonds d'investissement, qu'est-ce qui se passe ? S'ils mettent 10 et qu'ils récupèrent 20, c'est déjà pas mal, hein, ils ont déjà un beau carry. Donc au-delà de 20, ils payent. Et donc ils partagent le fruit de la valeur. Et donc ce qui veut dire que j'ai donc des collaborateurs, j'en ai 40, donc c'est beaucoup, hein, à l'époque on était 60, j'en ai 40 à qui j'ai donné la possibilité de rentrer dans le management package, donc de devenir associés. Au lieu d'avoir des actions ordinaires comme celles que j'ai moi, ils ont des actions à distribution préférentielle et ces actions ont un multiple beaucoup plus élevé que le multiple projet d'investissement. Si par exemple l'entreprise fait x3, eux ils vont faire x20. Si l'entreprise fait x4, ils vont faire x50. Donc quelqu'un qui a mis 10 000 euros et qui quelques ans après récupère 500 000, c'est quand même game changer. J'ai 40 personnes dans ce cas-là. Alors, c'est des graduations entre 1 000 et 15 000 euros. Et donc, je suis très fier, très content d'avoir comme ça partagé la valeur. En fait, ils ont à peu près 1% du capital et ça pèse 10% de droits économiques. Donc, ça peut être très, très pertinent pour eux. En fait, qui paye, c'est le fonds et moi. Et donc, je suis ravi de partager une partie de la valeur. Et voilà, pour des gens qui ont 25 ans, 30 ans, s'ils récupèrent 300, 500 000 euros, c'est un apport, voire même un appart directement. À 30 ans, c'est quand même sympathique. Complètement. Et tu mets en évidence le fait qu'il est important d'incentiver des talents dans sa boîte, et ces C-level, des A-players, pour pouvoir les garder et pour pouvoir leur permettre de vouloir exploiter à fond leur potentiel et mener la boîte là où elle doit aller. Aujourd'hui, avec 100 collaborateurs, sans rentrer dans tous les détails, mais comment tu as structuré tes pôles ? Combien de collaborateurs sont par exemple sur la partie, imaginons, commerciale, événementielle ? Est-ce qu'il y a d'autres pôles Des commerciaux, je pense que j'en ai 35. Ok. Ensuite, les opérations elles-mêmes, produire les événements ou conduire les projets, ça doit être une quinzaine de personnes. Donc la moitié des effectifs, c'est je vends et je produis. Ensuite, l'autre moitié, c'est tout ce qui est administratif, finance, RH, c'est tout ce qui est digital, marketing, communication. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme équipe ? Globalement. Peut-être que la partie prod et sales, ça doit faire 60 personnes maintenant, et la partie, on va dire, studio, contenu, marketing, digital, technique, tech, les devs et autres, ça doit représenter 40 personnes. Ouais. C'est intéressant justement, et la majeure partie de la valeur finalement elle se situe dans le produit et dans le fait de le vendre. C'est quelque chose de pas anodin, mais que beaucoup de gens oublient.
et surtout que beaucoup de gens délestent parce que souvent tu as trop sur la partie vente et puis tu n'as pas assez sur la partie produit. Or finalement, un des secrets, je pense, qui fait que tu es là depuis 10 ans, c'est que le produit est top et apporte du résultat. Et ça, c'est important vraiment de le souligner. Un autre sujet, c'est, j'en parlais lors de l'intro où justement je t'ai présenté, c'est assez énorme. Je ne sais pas si les gens ont conscience de ça, mais certains clients des Big Boss disent publiquement que l'event Big Boss représente entre 20 et 70% du chiffre d'affaires annuel de leur boîte, uniquement grâce aux mises en relation, grâce au fait de connecter par ton intermédiaire, par l'intermédiaire de l'événement. Également, beaucoup de gens qui te côtoient, qui te considèrent, disent que c'est vraiment ton talent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail justement ce truc qui fait ta singularité, qui est cette capacité à connecter les gens, les bonnes personnes entre elles, et qui fait que derrière, 20 à 70% du chiffre d'affaires de certains clients est issu des mises en relation chez les Big Boss? Je vais raconter une anecdote avant de répondre à la question. Un jour, je me rappelle, je remontais le chemin entre mon petit bureau. J'avais un petit bureau de peut-être 25 mètres carrés. Jusqu'à chez moi, et puis j'ai un appel d'un mec que je connaissais pas mais qu'on me présentait. Bonjour Hervé, je t'appelle de la part de Jonathan. Voilà, on lance une petite agence de search mais on n'a pas d'argent. Par contre, on a entendu parler de tes événements, donc on veut venir, mais on n'a même pas de quoi payer la partie fixe parce que c'était encore le modèle fixe plus variable. Mais par contre, on a une idée. Tu nous offres l'événement, mais on te donne 25% de ce qu'on signe. Bon. Je me dis, allez, pourquoi pas, c'est des jeunes, ils ont l'air d'avoir la pêche, ils sont bons, etc. Et donc, au bout de 14 mois, il m'avait donné 350 000 € de com. Okay. Et l'associé vient voir et me dit, Hervé, en fait, on a un problème, c'est que tu es devenu notre associé de fait, parce que 25% de la marge qu'on dégage, on te la donne. Nous-mêmes, on est 2 associés, plus un DAF qui a des parts aussi. Finalement, ta société encaisse plus que nous en dividendes à la fin d'année. Je sais, mais c'était le deal. Vous auriez pu vous planter, je vous aurais offert mon événement gratuitement. Bon, comme on s'entendait très bien, on s'entend toujours très bien d'ailleurs, et effectivement, il cartonne, je suis passé à 15. Mais j'aurais pu dire non, j'avais un contrat d'apporteur d'affaires à 25, mais c'était plus cohérent, plus serein, etc. Et effectivement, quand ils ont vendu leur société, je pense que 70% de leur chiffre d'affaires, c'était les Big Boss. Ils ont refait des sociétés depuis, ils continuent à être très présents sur nos événements. Et donc voilà, donc en gros, c'est aussi ça, un deal. C'est-à-dire que si c'est trop écrasant pour l'un ou pour l'autre, ça ne marche pas. C'est eux qui m'ont posé le 25%, c'est pas moi qui leur ai proposé, mais personne n'avait imaginé qu'ils allaient faire des millions d'euros et qu'ils allaient me donner des centaines de milliers d'euros pour participer à 1 ou 2 événements. Donc, alors pour répondre à la question, donc, la mise en relation business, déjà, c'est, on parlait d'authenticité, il faut bien connaître les gens, il faut bien connaître les produits et il faut bien connaître les interactions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très compliqué. Tu disais, oui, un entrepreneur, non, il n'y a plus de barrière à l'entrée, c'est facile avec les réseaux, mais en fait, non, c'est très difficile. C'est pas parce que tu as un réseau avec 80 anciens promos de ta classe et 10 ex-collègues que tu interagis. Moi, quand je fais des posts sur LinkedIn, je passe du temps, je réfléchis, je peux faire 500, 1000, 1500 likes. Alors pourquoi moi je fais des likes? Parce que j'essaie de dire quelque chose d'intelligent, de sensé. Quand je mets en avant, je parlais de Camille tout à l'heure ou de Vincent, je mets en avant les autres, je ne me mets pas moi en avant, j'ai plus besoin de développer la marque Hervé Bloch, elle est déjà reconnue, aujourd'hui je dois développer la marque Big Boss, et donc en fait c'est mettre en avant les autres, c'est valoriser les autres. Il y a beaucoup d'ego dans la mise en relation, et les gens sont contents de pouvoir ouvrir une porte, et les gens sont contents qu'on leur ouvre la porte. Donc voilà, donc faut jouer avec tous ces sujets-là. On parlait d'être économe quand on est un bon gestionnaire, on parlait de connaître l'ego, enfin voilà, d'aspirer et de capitaliser sur l'ego des gens. Donc faire des mises en relation, c'est finalement assez complexe. Il faut bien maîtriser les gens et il faut bien maîtriser les offres. Et il faut pas viser complètement au hasard. Moi, tous les jours, je peux envoyer des centaines d'emails à des décideurs pour leur présenter un use case, un prestat ou autre. Ils vont le lire. Mais par contre, si c'est nul, ils vont me dire qu'est-ce que tu nous as fait là? Pourquoi tu m'as fait perdre 28 secondes dans ma journée? C'est complètement hors sujet, ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi, chaque jour, on doit se remettre en question pour bien viser juste au bon endroit pour tout le monde.
Ouais, complètement, complètement. Merci pour tous ces éléments. J'ai envie de parler d'équilibre pro et perso. On l'a compris, tu es un grand bosseur. Tu bosses énormément et tu es aussi papa de 2 petites filles que tu as en garde exclusive. Comment est-ce que tu fais pour gérer l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, ta vie familiale? Déjà, je pense que c'est un bon équilibre parce que celui qui bosse tout le temps, il finit en burn-out parce que voilà, il se rend compte que toute sa vie repose sur un pilier qui n'est pas forcément le bon, qui est un pilier équilibrant, mais s'il est tout seul, tout le reste s'effondre. Donc moi, en fait, pendant très longtemps, de 8h28 à 19h, je suis chef d'entreprise. Et de 19h à 8h28, je suis papa, maman, les courses, les fringues, les devoirs, les vacances, les iPhones. Voilà. Donc, mais c'est vachement équilibrant aussi. Mes filles, elles participent régulièrement au séminaire, elles venaient régulièrement au bureau, elles sont connues de mes équipes. Donc c'est sympathique et c'est très équilibrant en fait. Donc n'avoir qu'un seul truc à faire dans une journée, c'est pas bon. Et puis dès qu'elle s'était couchée, je pouvais reprendre le travail concrètement ou autre. Donc en fait c'est une organisation, mais c'est aussi un équilibre sain. Ouais, justement, dans quelle mesure ça a influencé tes décisions professionnelles ou entrepreneuriales positivement, cet équilibre sain que tu as mis en place? Parce que souvent, l'entrepreneur, il est dans les excès, il se dit non, il faut que je travaille plus, etc. Sinon, je vais perdre du temps, la concurrence va me rattraper. Et de l'autre côté, tu as aussi l'école de non, respire, prends de la hauteur, c'est important d'avoir un équilibre. Et du coup, ton contexte à toi fait que tu as dû trouver cet équilibre. Dans quelle mesure ça t'a influencé? On n'a pas le choix déjà. Moi, j'avais la garde exclusive de mes filles. Et donc, il fallait que je les nourrisse, il fallait que je les emmène en vacances. Donc, on n'a pas le choix, il faut réussir. C'est pour ça que mon enjeu, d'ailleurs, c'est donc... j'ai un patrimoine que j'ai constitué qui arriveront vers elles. Et je ne veux pas trop leur en parler. Bon, il ne faut pas qu'elles écoutent ce podcast, mais... parce que Bill Gates disait qu'il avait déshérité ses enfants. Alors, déshérité, il leur donne 10 millions de dollars à chacun. Bon, quand tu as 100 milliards, 10 millions de dollars, c'est pas grand-chose. Mais bon, il disait qu'à 20 ans, quand il a créé Microsoft, s'il avait eu des dizaines de milliards qui allaient arriver, il n'aurait pas eu la même énergie, il n'aurait pas eu la même détermination. Donc, il faut donner envie aux enfants. Si on leur dit que tout est cuit, que ça va être des rentières et tout, ça ne marche pas. Voilà, donc il faut travailler ces sujets-là. Et pour moi c'est très important de leur donner l'énergie, de leur dire qu'on pourra entreprendre, mais pas de leur dire c'est bon les filles, j'ai suffisamment travaillé pour que vous n'ayez pas besoin de travailler. Parce qu'en fait, c'est l'horreur de ne pas travailler. Ouais. C'est extrêmement intéressant ce que tu évoques parce que c'est une vraie réflexion que beaucoup d'entrepreneurs ont par rapport justement à leurs enfants. Est-ce que je veux qu'ils soient entrepreneurs? Est-ce que je veux leur donner faim? Est-ce que je dois tout leur donner? Est-ce que je vais les déshériter? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Dans ton cas, c'est quelque chose que tout de suite t'as pensé, réfléchi comme ça, ou c'est avec le temps que tu t'es dit je veux plutôt aller dans cette direction? Il y a un film génial que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pourri gâté. Avec Gérard Jugnot, qui joue un milliardaire de l'immobilier à Monaco, qui a perdu sa femme, qui a élevé ses enfants tout seul avec des femmes de ménage, des nounous, etc. Et il observe que ses enfants, qui ont maintenant 25 ans, font que des conneries. Il y en a une, elle passe son temps à acheter des fringues dans les magasins de luxe à Monaco. L'autre, il a des belles voitures, il a tout le temps des idées de boîtes saugrenues. Le troisième, il fait des études et il couche avec la femme du prof. Enfin, les trois sont pourri gâtés, quoi. Et puis il regarde ça avec désolation. Et il se dit, putain, je vais tenter un truc. Et donc, il simule en fait une arrestation et puis une mise en ruine en fait. Il emmène ses enfants dans une vieille maison abandonnée à Marseille. Il leur dit, les enfants, on n'a plus d'argent. Maintenant, il va falloir travailler. Maintenant, il va falloir se nourrir. Et donc, il leur donne cette leçon. Et donc, elle se retrouve à faire du service dans la restauration alors qu'elle n'a jamais servi qui que ce soit. Lui, il se retrouve à faire du tuk-tuk dans Marseille pour faire des livraisons ou des trucs de touristes. Enfin, le troisième finit maçon. Et donc, vachement intéressant parce que j'invite les gens à voir ce film. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que lui, il avait tout réussi dans les affaires, mais il est en train de foirer la vie de ses enfants. Et donc, il fallait trouver le juste équilibre. D'ailleurs, je ne dis pas la fin, la chute, parce que tu l'as vu, toi, le film. Ouais.
La chute, elle est quand même assez drôle. Assez drôle, quoi. Ouais, tout à fait. Très bien, merci pour cette petite aparté qui est extrêmement intéressante parce qu'elle fait partie de la vie de tout individu. On parle beaucoup de business, beaucoup d'entreprises, mais finalement, il y a aussi un épanouissement personnel et puis des accomplissements personnels. Et le fait d'avoir des enfants, je pense, c'est un des plus bels accomplissements et épanouissements qu'on puisse avoir personnellement. Parlons des projets annexes, justement. Donc, les Big Boss, finalement, c'est un catalyseur d'opportunités pour les clients et pour les décideurs, mais aussi pour les prestataires. Mais c'est aussi un catalyseur d'opportunités pour l'organisation en elle-même, pour toi en l'occurrence, dans le sens où j'imagine que tu as beaucoup d'opportunités du type « Ah tiens Hervé, on a ce projet, et si tu rentrais au capital, etc. Ah tiens, ça fait tant d'années qu'on fait les Big Boss, comme l'exemple que tu as donné tout à l'heure, ça représente tant de chiffre d'affaires, rejoins-nous au board. » Ou d'un coup tu découvres une opportunité ou un projet ou une solution, une structure, et tu te dis « Tiens, pourquoi pas plugger les Big Boss et puis on travaille ensemble ?» J'imagine que ça doit être un deal flow de 1, 2, 3, 4, 5, 10, peut-être plus opportunités par an limite. Comment est-ce que tu fais pour prendre tes décisions et ne pas te jeter et toujours dire oui à certaines opportunités? Parce que une des vraies compétences d'entrepreneur aussi, c'est savoir dire non et surtout savoir prendre les bonnes décisions. Dans ton cas, quelle est ton équation décisionnelle pour dire oui à telle ou telle opportunité et comment tu gères ton pipe? Aujourd'hui, tu es au capital de plusieurs sociétés en plus des Big Boss. Comment tu fonctionnes? Alors en fait, moi je dis quasiment toujours non. Parce que je suis au capital de société dans mon groupe, groupe que j'ai renommé Business & Co, dans lequel je détiens 51% de Pitch Planet, 100% de Proximum 365 et 100% de Diginix. Mais en fait, moi j'ai une clause d'exclusivité avec mon fonds d'investissement. C'est-à-dire qu'en 2019, quand il est rentré au capital, il m'a dit « Hervé, tu es l'entrepreneur incarnant. Certes, tu as récupéré un cash-out, mais ne passe pas ton temps à investir dans des boîtes, à être dans des boards et autres, parce que tu vas te diluer de ton sujet initial. Et puis nous, comme on va être actionnaire majoritaire de cette société, on n'a pas envie que l'entrepreneur passe son temps à faire autre chose. Donc j'ai une clause d'exclusivité, donc je ne suis actionnaire d'aucune société qui ne sont pas dans le giron de ma société avec le fonds d'investissement. C'est la première chose. Alors après, j'ai des opportunités, voilà, d'être dans des jurys ou autres, mais ça, c'est du networking. Et en général, je propose, par exemple, là, on m'a proposé d'être jury pour des trophées commerciaux. J'ai proposé à Gwenaëlle Brémilt de Pitch Planet parce que c'était plus légitime pour elle, etc. Donc finalement, je passe la balle au joueur le plus pertinent. Donc en fait, il faut être focus. Ça aussi, c'est un point très important. À un moment donné, Elon Musk, il a fait un burn-out là, il y a quelques années, je pense, parce qu'il était à la fois patron de Tesla, patron de SpaceX, il était en train de se dire qu'il allait racheter Twitter. Enfin, tu peux pas tout faire tout le temps en permanence. À un moment donné, ça devient compliqué. Donc moi, si j'avais dû accepter effectivement 10 ou 100 sollicitations par an depuis 10 ans, j'y serais jamais arrivé. J'ai placé dans des fonds d'investissement. J'ai des lignes dans des fonds d'investissement, mais c'est plus un placement financier. Et je peux avoir un regard bienveillant sur tes sociétés, mais ce n'est pas un suivi opérationnel ou même stratégique avec des boards et autres. Voilà, j'ai mis mon argent, j'espère que l'argent est fructifié, quoi. Oui, complètement. D'où te vient justement cette prise de recul, cette hauteur? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, souvent les jeunes, qui plus est, qui ont ce shiny object, tu vois, l'objet brillant où tu te dis non, mais je vais passer à côté de cette opportunité ou autre. Ça fonctionne aussi dans les placements financiers. Si j'avais su, j'aurais acheté du Bitcoin en 2013, j'aurais dû acheter Apple plutôt que de m'acheter un iPhone en 2011 ou peu importe. Mais j'imagine que dans les boîtes, c'est aussi le cas peut-être. Et pourtant, justement, tu restes focus. Alors certes, il y a une notion aussi contractuelle, en l'occurrence ici, que tu as évoquée, mais avant cette phase-là où le fonds est rentré, j'imagine que tu t'es posé souvent la question, qu'est-ce qui fait que tu es resté fidèle à tes objectifs, digne à ta vision? Tu te dis non, je ne vais pas m'engager dans ne serait-ce que 2 ou 3 deals de plus. Ça fait partie de la détermination. On ne peut pas être déterminé si on papillonne partout. Ça marche d'ailleurs dans tout, hein, que ce soit dans l'éducation, dans la vie de couple, dans la vie de famille. Voilà, en gros, puis il y a aussi l'âge. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, à 25 ans, on est tout fou, on est fougueux. Bon, à 47, on réfléchit. Donc, on va dire que j'ai entrepris, moi, j'avais 37 ans.
Donc j'avais déjà beaucoup observé, beaucoup vu, des gens se brûler les ailes trop vite et autres. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que je ne connais pas un entrepreneur qui réussit sans qu'il ait eu soit des échecs, soit des failles. Ce qui veut dire la même chose. L'échec, c'est plutôt dans l'entreprise. La faille, c'est plutôt dans son éducation, dans sa vie, dans son enfance et autres. Parce qu'en fait, entreprendre, c'est quelque chose d'un peu fou. C'est comme devenir acteur ou chanteur. C'est quelque chose d'un peu fou. Donc, on dit souvent que c'est un plan B. Ouais. Et donc, une fois qu'on a cette détermination-là, on va jusqu'au bout et on évite de se faire perturber par un projet second ou une sollicitation à gauche, à droite. Donc, il faut rester. Ça fait partie des qualités de l'entrepreneur de rester déterminé dans son sujet initial. Tu parles de détermination. Comment différencier, plus dans la phase commerciale cette fois-ci, la détermination et l'obstination ? Typiquement, chez Pitch Planet, vous aidez justement les entreprises à être plus performantes d'un point de vue commercial au travers de formations, séminaires et autres. Et on dit toujours, l'argent est dans le follow-up, l'argent est dans la liste, mais comment justement dissocier la détermination de l'obstination ? C'est un peu comme la persévérance et l'insistance, quoi. Ouais. En gros, faut savoir doser, être dans le juste milieu. J'ai posté il y a pas longtemps sur LinkedIn des toilettes entièrement designées par Louis Vuitton. C'était un montage, pour dire que non, en fait, l'entrepreneur, c'est pas l'argent qui l'anime. En fait, ceux qui entreprennent pour gagner de l'argent, en général, ils vont pas y arriver. Ils ne vont pas arriver à entreprendre et ils vont encore moins arriver à gagner de l'argent. En fait, l'argent, c'est le moyen de la réussite. J'ai revu la série de Tapie là, sur Netflix et effectivement, Bernard Tapie, dans cette série ou même dans la vie, disait que la démonstration du capitalisme, c'est l'argent. Donc effectivement, un entrepreneur qui a réussi a de l'argent. Par contre, quelqu'un qui veut gagner de l'argent et qui entreprend pour gagner de l'argent, en général, il ne va pas y arriver. Et donc, c'est autre chose, en fait, entreprendre. C'est quelque chose qui est beaucoup plus profond, qui va beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus dans les tripes. Et donc c'est ça alors après oui, on a à un moment donné la récompense financière, mais moi je parle beaucoup de rémunération émotionnelle. Quand je fais un événement, il y a 600 personnes, mes équipes ont une moyenne d'âge de 28-29 ans, les participants ont plutôt 40-45 ans. Quand j'ai 600 cadres dirigeants de 45 ans qui se lèvent pour féliciter, applaudir 20 en gros une cinquantaine de collaborateurs qui ont 25, 28 ans, 32 ans, c'est quelque chose, c'est fou, ça s'appelle de la rémunération émotionnelle. Alors, bien sûr, il y a aussi de la rémunération financière, mais elle est importante celle-là. Ouais. Un collaborateur, il veut toujours gagner plus, mais il veut aussi avoir de la reconnaissance. Et s'il a de la reconnaissance, il se calmera dans ses prétentions financières, même si les deux vont de pair aussi. Mais voilà, donc en gros, attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Effectivement, l'obstination, c'est quand on comprend, quand on perçoit que finalement, ce qu'on est en train de déployer, ça ne fonctionne pas, et donc il faut pouvoir pivoter. Et donc, en fait, l'entreprendre, d'ailleurs, va piloter souvent. Quand on regarde des entreprises pour lesquelles on va investir, ce que disent souvent les investisseurs, c'est qu'ils ne regardent pas le concept, ils regardent l'entrepreneur. Ouais, la team. Parce que l'entrepreneur et la team qui va se planter sur un concept mauvais va rebondir, alors qu'un super projet, un super produit face à un entrepreneur qui n'a pas les bonnes valeurs ou une équipe qui n'a pas la détermination, ils vont se planter. Donc c'est mieux d'avoir un entrepreneur qui a une mauvaise idée, mais qui est un bon entrepreneur, puisqu'il va finir par pivoter, plutôt qu'une bonne idée d'un mec qui ne saura pas derrière l'exécuter. Complètement d'accord. Justement, lorsque tu lances une nouvelle idée ou un nouveau concept, tu fais face à certains challenges. Quels ont été les challenges spécifiques auxquels vous avez fait face lorsque vous avez commencé à organiser des événements one-to-one en ligne avec Proximum 365, et comment justement vous avez au fur et à mesure fait en sorte qu'aujourd'hui ça soit aussi abouti, solide et performant que ça ne l'est? Alors, on fait des événements relationnels, sympathiques, conviviaux. Dans l'online, c'est pas évident d'aller répliquer tout ça. Je me rappelle, au premier, on avait fait un e-apéro, là, c'était la mode des e-apéros. Enfin, moi, e-apéro, au bout de 5 minutes, on en a marre, et puis au bout du deuxième, on en a marre aussi.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on offrait un panier gourmand le jour de l'événement online. Comme ça, entre midi et 2, ils avaient comme ça des sucreries, des trucs sympas, petites bouteilles de champagne. Et donc voilà, on avait répliqué cette convivialité pour autant sur un espace visio. Donc voilà, remis un peu de physique, remis un peu de sens, au sens des 5 sens qu'on a en tant qu'être humain, dans un truc qui était purement visio. D'ailleurs, moi, je me bats pour un truc, c'est mes commerciaux, je leur dis arrêtez de faire des rendez-vous visio, allez en clientèle. Ah, mais tu comprends, c'est 2 heures de trajet, tout ça. En 2 heures, on aurait pu abattre des coups de fil, d'accord, mais en 2 heures, tu as créé une émotion beaucoup plus forte. Tu as créé quelque chose. Et pourquoi nos événements fonctionnent, et ils fonctionnent encore mieux maintenant ? Parce que comme il y a de plus en plus de visio, les gens ne se voient plus. Et donc, ils sont contents de se voir. Château Forme, par exemple, qui a souffert pendant le Covid, maintenant, ils cartonnent parce que comme les gens sont tous en télétravail, ils sont contents de se retrouver dans des séminaires, dans des salles de réunion pour recréer du lien. Complètement. C'est très vrai et c'est très bien que tu le soulignes. Et c'est assez drôle parce que c'est aux antipodes de la plupart des discours de chefs d'entreprise ou responsables commerciaux, ce truc de fais 2 heures de route, rencontre la personne, crée une connexion émotionnelle, plutôt que fais 5 visios, tu vois, ou 25 calls. Et ça dénote l'importance, d'autant plus par quelqu'un comme toi qui a vécu toute sa vie autour du commercial et qui sait justement comment créer des relations et comment tirer profit de ces relations, de la qualité et non la quantité, pour pouvoir mener à bien son objectif. On arrive au terme justement de cet échange. Ça fait presque 2 heures qu'on discute tous les deux. Le temps est passé si vite. C'est vrai. Tu me disais tout à l'heure, il y a des gens qui écoutent pendant 1 heure. Je te dis, ça va durer 2 heures. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont là et qui nous écoutent depuis 1h45, presque 2 heures. J'ai 2 dernières questions pour toi et merci pour ton temps et toute la valeur que tu as délivrée. Toi qui as un réseau énorme et très riche, maintenant qu'on a passé 2 heures ensemble sur le déclic, et qui plus est en plus, et ça m'a fait plaisir de voir ton email parce que du coup tu écoutes aussi le déclic, tu regardes un petit peu ce qui se passe et c'était un plaisir. Je connaissais les Big Boss, je te connaissais aussi, donc tout naturellement j'ai apprécié et je t'ai invité sur le plateau. Merci d'être présent ici. Est-ce que tu aurais quelqu'un à qui tu penses à nous recommander, que tu verrais sur le plateau du déclic pour nous partager son parcours, pour nous partager son expérience? Bien sûr, Vincent Klingbeil. Ok, tu peux nous en dire plus? Vincent Klingbeil, c'est qui? Alors déjà, c'est un ami. C'était un de mes plus gros clients au Big Boss. Il m'a dit très vite, je deviendrai ton plus gros client et tu seras mon plus gros fournisseur. Il fait partie de ceux pour qui 30-40% du chiffre d'affaires a été fait au Big Boss. En 2019, j'ai un deal avec un fonds d'investissement qui a capoté la veille au soir du closing. Et il était à l'époque mon ami, mon confident, mon mentor. Et du coup, quand le deal a capoté, il m'a dit viens, on le fait ensemble. Et donc, Vincent Klingbeil, c'est aujourd'hui le président de European Digital Group, qui est donc la société qui, avec Montefiore Investment, a pris une part majoritaire de mon capital. Donc, c'est aujourd'hui mon associé, mon président. Et donc, il a aussi, lui, des aventures folles. Il a créé une boîte qu'il a revendue au groupe Docapost. Là, ce qu'il fait chez EDG, c'est incroyable. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui a un très beau storytelling. C'est un ancien avocat. Et il était avocat en droit immobilier dans un gros cabinet. Il avait une voie toute tracée. Il s'est dit, non, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Et donc, il fait quelque chose de très puissant et très intéressant. Merci, on aura plaisir à l'accueillir et découvrir son parcours. Ma dernière question pour toi, mais avant ça, comme d'habitude, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu de plaisir à animer cet épisode, faites-le nous savoir avec un commentaire, le like, les partages, également les 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et puis, on a fait un post LinkedIn comme pour chaque épisode, donc allez interagir sous ce post, allez découvrir aussi Hervé, aussi les Big Boss. On mettra les liens directement dans la description de la vidéo et la description de l'épisode. Ma dernière question pour toi, je la pose à chaque participant du déclic, c'est durant toute ta vie, est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de nous partager qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, un vrai déclic pour le coup, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais encore partagé dans aucune interview? Tu as carte blanche pour le mot de la fin. En fait, le déclic, on a l'impression que c'est un Big Bang, alors que moi, c'est un déclic très progressif.
Je parlais du Club Med, je parlais de mes parents qui étaient dans le commercial, je parlais des études que j'ai faites. Et donc, en fait, moi, j'ai eu un déclic très progressif. Et à chaque fois, les gens me disent, mais d'où ça vient les Big Boss ? Comment ça marche ? Pourquoi ça marche ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas la réussite, la différence, etc. Et donc, ils essayent d'imiter, ils n'y arrivent pas parce que c'est beaucoup trop profond en moi. Ce dosage des parties relationnelles business et des parties un peu informelles, voilà, c'est quelque chose de très compliqué à faire, ce juste équilibre. Et donc, le déclic, il vient de quelque chose de très profond en moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était inscrit. Moi, le chef de village que je vénérais, c'est celui que je suis devenu sur mes événements. D'ailleurs, je fais mes événements au Club Med, donc le chef du village me remet le badge de chef de village, puisqu'il considère que c'est moi qui vais piloter pendant ces 3 jours, et lui, il sera plutôt en retrait. Donc voilà, donc en gros, ce déclic, c'est quelque chose de très, très progressif, et je dirais que c'est un rêve. C'est le rêve que j'avais quand j'étais gosse, je l'ai mis en place. Merci Hervé. Merci.